Tu vois, c'est vraiment, à chaque fois, c'est des accouchements. Voilà, des fois, ça se fait dans la douleur. C'est ça une vidéo YouTube, sachez-le. Voilà les coulisses. Et un film, c'est pareil. Cyril de la chaîne Clap Story vient nous parler de sa passion du cinéma et en particulier de ce qui se trame dans les coulisses. Qu'est-ce qui le fascine dans l'envers du décor ? Pourquoi attache-t-il autant d'importance au point de consacrer une grande partie de sa vie à présent aux histoires derrière les films les plus marquants du 7e art ? C'est comment de gérer une chaîne YouTube à son niveau ? Combien de temps lui prend la création d'une vidéo ? Quel est son process derrière ? Cet épisode de DVTI s'intéresse ainsi aux coulisses derrière les vidéos qui s'intéressent aux coulisses. Avez-vous vu Inception ? Comment Cyril gère-t-il les critiques et commentaires ? Cyril déclare son amour au réalisateur et producteur Steven Spielberg, qui est pour lui le plus grand de tous les temps. 2025 a célébré les 50 ans des Dents de la Mer. Clap Story a consacré plusieurs vidéos à la saga. Est-ce que ça a été de tout repos ? Quelle est la réalité derrière le contenu protégé par le copyright ? Comment YouTube et les majors américaines réagissent vis-à-vis de ce genre de contenu ? Mais d'abord, qu'est-ce qui fait un bon film ? Et est-ce que le cinéma a encore de beaux jours devant lui ? Ou est-il un média en fin de vie ? Voyons tout ça ensemble. Tu me disais dans nos premiers échanges que tu avais besoin de vacances après avoir consacré beaucoup de temps à Clap Story. Alors déjà, c'était bien les vacances ? Merci de poser la question. Oui, c'était cool, une petite semaine à la mer, ça fait du bien, ça permet de recharger les batteries, mais surtout ça permet de faire une pause réseau. Voilà, parce que les réseaux c'est non-stop, c'est tous les jours. Et pendant une semaine, j'ai pas regardé les stats YouTube, j'ai pas été sur Instagram, j'ai fait autre chose et ça fait du bien, c'est essentiel. Même si, honnêtement, quand tu fais ça, c'est pas forcément conseillé, parce que dès que tu t'éloignes des réseaux, tu te rends compte que déjà quand tu rentres, t'as plein de gens qui t'ont écrit, il faut leur répondre. Et puis, même pour une chaîne YouTube, il faut sortir les vidéos. Si tu sors pas de vidéos, tu commences à sentir que YouTube te met moins en avant. Donc, quelque part, t'as presque pas le droit de partir en vacances. Je suis parti en vacances, j'avais quand même une vidéo d'avance. Ouais, je vois, que t'avais programmé. J'ai sorti pendant mes vacances. Ouais. Ah oui, qui était programmée pour pas que ce soit totalement vide, quoi. Donc, c'est un des inconvénients de ce que je fais. Yes. Ensuite, pourquoi est-ce que faire des vidéos sur un sujet qui te passionne te demande autant d'efforts et de temps ? Alors, parce que en fait, c'est très chronophage déjà, et moi je vois ça comme c'est une passion, mais honnêtement, ça devient vite un vrai boulot en fait. C'est un vrai boulot et très complet. Alors après, pourquoi ça me demande autant de temps ? Il y a énormément déjà en fait dès le départ, il y a ok, qu'est-ce qu'on fait comme vidéo, de quoi on a envie de parler déjà. Alors, de quoi on va parler, de quoi on a envie de parler. Et ensuite, tu te poses la question, est-ce que ça intéresse les gens aussi, ce que j'ai envie de leur dire ? Donc, faut regarder aussi en fonction de l'actualité, de ce qui se passe en ce moment. Faut regarder aussi ce qui se passe ailleurs. T'es obligé de regarder un petit peu ce qui se passe sur les autres chaînes pour pas être complètement déconnecté. Tu vois, et de faire attention aussi de pas sortir une vidéo sur un sujet qui a déjà été totalement vu et revu ailleurs, quoi. Donc, tu dois déjà faire attention à ça. Ensuite, tu commences à faire tes recherches. Quand tu te dis, OK, je m'attaque à ça. Donc, tu fais tes recherches. Voilà, ça, c'est la première partie. Et ensuite, faut écrire un script. Et puis, des fois, t'arrives à écrire facilement et des fois, t'y arrives pas. Et des fois, tu bûches sur des trucs. Ou alors, t'es moins inspiré aussi par d'autres films. Tu te dis, OK, ça m'inspire, on est parti. Puis tu te rends compte que quand tu fais tes recherches, c'est moins passionnant que ce que tu imaginais. Oui, mais trop tard, en tout cas, pour arrêter. Donc, tu dois continuer. Et puis, voilà, l'écriture, moi, c'est ce qui est le plus difficile pour moi, c'est l'écriture. Des fois, c'est très, très long. Très fastidieux, en fait. Et puis, à un moment donné, quand tu commences à avoir un script qui se dessine, avec une idée qui se dégage, quand je dis une idée qui se dégage, c'est une conclusion en fait à tout ça. Quand t'arrives en fait à faire parler le film d'une certaine manière, à l'interpréter, à le décoder, là c'est bon, tu tiens la vidéo et c'est vraiment le noyau du truc. Bon, et après tu enregistres et puis c'est parti pour la recherche d'images, pour les illustrations et puis t'as le montage. Le montage évidemment c'est une grosse partie. C'est plus, comment dire, le montage c'est pas ce qu'il y a de plus difficile parce qu'après tu as tes habitudes, c'est presque mécanique quoi. Puis après la dernière partie c'est ça on va y revenir. Il y a une autre partie, c'est la mise en ligne. Alors ça peut prendre beaucoup de temps des fois. C'est du simple au x10. Ouais. Ça va dépendre du film en question. Et puis après, faut faire la communication, faut travailler la miniature, ce qui est pas non plus un truc sur lequel je suis super à l'aise. Et puis faire la communication sur tes propres réseaux sociaux. Voilà, ça c'est juste la partie, la vidéo. Ça prend du temps. Moi, une vidéo, ça me prend entre 20 et parfois 30 heures. Et honnêtement, des fois, je compte même plus. Donc voilà, ça me prend des fois les soirées. Des fois, tu te couches à 4h du matin, t'as pas compris pourquoi. Tu peux avoir des montages aussi qui sont où t'es tellement investi dans le truc que tu démarres à 20h le soir et puis honnêtement, voilà, tu t'arrêtes à 4h du matin parce que
parce que t'es tellement dedans, c'est là où je te disais c'est chronophage, que tu vas pas t'arrêter en fait. Et puis la vidéo, moi elle sort le vendredi à 18h. Donc quoi qu'il arrive, faut qu'elle sorte quoi. Donc ça doit être prêt, tu vois. Tu peux avoir une petite pression aussi des fois. Même si au début j'anticipais vachement, j'avais des fois une vidéo d'avance, mais ça fait un moment que j'ai plus une vidéo d'avance quoi, tu vois. Donc ça, plus à côté, t'as aussi ta vie, ton taf à côté. C'est parfois très très compliqué de tout gérer en fait, de réussir à tout gérer quoi. Ouais, c'est du boulot. Donc voilà, on va dire une vidéo par semaine, c'est beaucoup de boulot. Tu dis 20 sur ce format-là, bien 20 sûr. à 30 heures pour une vidéo. Ah ouais. Combien de temps dure une de tes vidéos en moyenne? 30 minutes en moyenne. Parfois plus, parfois moins. J'ai fait des formats où ça allait jusqu'à 40, 50 minutes. Gladiator par exemple, je sais pas pourquoi cette vidéo elle dure 50 minutes, mais bon voilà, j'étais dedans. Il y en a qui durent 40, 50, mais en moyenne c'est plutôt 30 minutes là. En ce moment c'est du 30 minutes, parfois 25, 26. Honnêtement la durée après, elle se fait en fonction du script de toute façon au départ, mais en général ouais, on tourne plutôt autour des 30 minutes, et puis c'est surtout des vidéos où il y a très peu de facecam, donc du coup beaucoup de montage, beaucoup de recherche, un petit peu de facecam quand même parce que je voulais garder une sorte de proximité avec les gens, et puis surtout il y a des choses que tu dis plus facilement en facecam qui passent moins à l'écrit, je trouve. Quand tu donnes ton avis sur un film, c'est mieux quand même que les personnes te voient en parler sur vraiment un truc perso. Puis ça permet aussi de rythmer un petit peu les vidéos. Donc tu as des formats de chaîne où c'est que de la voix off. T'as des formats de chaîne où c'est quasiment que de la facecam, ce qui est entre nous beaucoup plus simple. Clairement, tu donnes ton avis sur un film, tu fais que de la facecam. De temps en temps, tu mets une petite image en haut à droite. Bon voilà, des vidéos comme ça, ça prend 1 heure à faire, tu vois. Donc c'est ce qu'il y a de plus simple, et c'est ce que tu as partout sur YouTube. Ouais. Beaucoup de gens donnent leur avis sur des films d'actu. Tu vas voir un film en salle, tu rentres, tu tournes ta vidéo, tu donnes ton avis critique. Voilà, c'est des chaînes, c'est des vidéos qui sont plus faciles à produire, mais j'avais pas envie de partir là-dessus. Moi, je voulais partir sur une chaîne un petit peu en mode, en fait, où quand tu fais une vidéo sur un film, tu laisses quelque chose sur le film, et puis si quelqu'un tombe sur la vidéo 1 an après, bah peut-être parce qu'il veut des infos sur un film, tu vois, bah il aura une vidéo avec un petit peu où ça creuse un petit peu plus le film qu'il vient de voir. Moi, c'était plus ça l'idée, parce que c'est parti d'un. Enfin, moi après j'ai toujours fait ça, si tu veux, depuis toujours, à chaque fois que je vois un film, que ce soit au cinéma ou même chez moi ou quoi, qu'est-ce que je fais juste après? Mais c'est machinal, hein, je peux pas m'en empêcher, que je sois avec du monde ou quoi, peu importe. Hein. Je vais sur mon téléphone, je tape le nom du film. Je vais au moins sur Wikipédia, au moins, pour voir tout ce qui s'est passé autour du film. Et après, des fois, je creuse un petit peu plus. Avant Internet, j'achetais des magazines. Je regardais les bonus sur les DVD. Bon, à l'époque où il y avait des DVD. Bon, maintenant, c'est les Blu-ray. Mais voilà, quand il y avait Avant, on n'avait que ça. On n'avait que les magazines pour voir les coulisses des tournages. Même à la télé, il n'y avait rien. Mad Movies et d'autres. J'en ai plein mon placard encore. J'ai les premières. J'ai les Ciné Live aussi. Donc, j'étais abonné à Première aussi. Ciné Live. Ouais. J'en ai là, et je me demandais, je l'irais peut-être les chercher tout à l'heure. Tiens, les magazines, on va peut-être tomber sur des trucs sympas. Mais j'ai gardé des couves. Je crois que j'ai gardé la couve de Titanic, tiens, sur un Première en 97. Je sais plus, je me souviens que je les ai dans le placard juste à côté là. Ouais, collector. J'ai failli les sortir pour une vidéo d'ailleurs. Mais ouais, c'est collector. Donc avant on avait que ça, avant Internet on avait que ça. Donc moi c'était vraiment les magazines. Des fois t'avais des très beaux bouquins aussi. Je me souviens avoir acheté dans les années 90. Même non, fin des années 80. Enfin, Indiana Jones c'est la dernière croisade. C'était un film qui m'avait scotché. Ouais. J'avais acheté un super livre sur le tournage justement, comment ils avaient fait exploser le bateau, tu sais, à Venise, avec une espèce d'hélice. Tu te rappelles de ça? Et ben ils expliquent exactement comment ils ont fait la scène. Donc du coup à l'époque j'avais 10 ans, moi même pas. Donc du coup j'ai toujours été là-dedans dans les coulisses de comment c'est fabriqué les films. Et puis bah du coup la chaîne. C'est un peu le prolongement naturel de ce que j'étais quand j'étais enfant, tu vois, là-dessus. Bah, super, j'ai même pas besoin de te poser la question, comment t'as eu l'idée de la chaîne, en fait? Alors après, comment j'ai eu l'idée de la chaîne, c'est assez simple, en fait. Je me suis retrouvé, en fait, à un moment donné où j'ai quitté mon ancienne entreprise, déjà, où je travaillais, j'étais en CDI. J'ai quitté mon ancienne entreprise, donc je me suis retrouvé à la maison, et à ce moment-là, moi, j'ai besoin de projets, en fait, toujours, de bouger, etc. Donc, il a fallu que je m'investisse dans quelque chose. Donc là, j'ai réfléchi, ok, qu'est-ce que je fais? Et j'avais dans mon ancien boulot, j'avais rencontré une personne qui faisait des vidéos sur YouTube déjà. Donc je m'intéressais beaucoup à ça. Et bon, j'ai toujours été intéressé par les médias évidemment. Et à un moment donné, c'est lui qui me dit, bon d'ailleurs s'il passe par là, il s'appelle Steven. Hein, sa chaîne c'est les dossiers geeks, voilà. Et il me dit mais tu parles tellement de cinéma. J'arrêtais pas de le saouler avec ça, alors que lui il en parlait aussi. Hein.
Et il me dit, mais tu me saoules tellement avec les films que tu devrais avoir ta propre chaîne pour en parler parce que j'en peux plus, en fait. Donc, tu vois, ça part vraiment d'une rencontre entre deux passionnés de cinéma et c'est lui qui me dit, vas-y, tu devrais le faire. Moi, je me sentais absolument pas capable de le faire. Donc, j'ai réfléchi. Au début, j'ai commencé à faire des petits formats courts sur, tu sais, sur TikTok, etc. Bon, qui est le réseau social, entre guillemets, où tu peux faire des vidéos assez facilement. J'ai démarré avec ça, mais c'était pas. Je me suis tout de suite retrouvé en mode, c'est pas ça que je veux, quoi. C'est pas tout à fait ce que je voulais. C'est-à-dire le côté, la vidéo, elle est consommée, elle est vite oubliée, quoi. Ouais. C'est vraiment pas ça. Et parler d'un film comme ça en 2 minutes, non. Pour moi, il y a des films, c'est pas possible. Donc voilà, c'était pas possible. Et du coup, bah, la chaîne YouTube, elle s'est imposée comme ça. Après, l'idée du format est venue là pour le coup en réfléchissant, en regardant un petit peu ce que moi déjà, qu'est-ce que je regardais sur YouTube. Je regardais des chaînes comme ça en vrai. Et je me suis dit, ok, bah, je vais faire un truc un petit peu qui est plus dans ce mood-là. Vraiment en mode rétro déjà. Et puis, on va prendre le temps de proposer au moins, tu vois, aux viewers un truc un peu plus costaud. Parce que je trouve que ce genre de chaîne, il y en a moins déjà que les chaînes d'actu, justement. Et je trouve que chacun apporte dans cette niche un peu YouTube, chacun apporte, je trouve, un truc un peu intéressant sur le film. Donc tu peux avoir des films qui ont eu plein de vidéos sur YouTube, mais chacun va en parler différemment et va apporter son petit truc en plus, tu vois. C'est pas faux. Donc je trouve ça plus sympa. Et après, t'as aussi le fait c'est super d'entendre quelqu'un qui te donne son avis sur un film, mais je trouve que c'est plus pertinent quand tu bases ton avis sur presque, tu vois, c'est pour ça que moi mes vidéos elles sont construites comme ça. Avant de donner ton avis, base-toi sur des faits réels entre guillemets. Intéresse-toi aux coulisses du film, comment ça s'est fabriqué en fait en coulisses. Avant de donner ton avis, voilà, prends déjà connaissance de ce qui s'est passé à l'époque pour avoir le recul, tu vois. Donner un avis à chaud, entre guillemets, tout le monde peut le faire, mais si tu te bases sur vraiment ce qui s'est passé, peut-être que ton avis il va prendre en compte ce qui s'est passé, tu vois. J'ai eu le cas moi sur les Aliens, tu vois, Alien 3 par exemple. Alien 3, je connaissais quasiment déjà tout, tu vois, sur ce qui s'était passé, mais en m'intéressant à la façon dont le film a été fabriqué, à ce qu'a vécu David Fincher et tout, j'ai totalement revu mon avis sur le film. Ah ouais. Parce que j'ai plongé dans les recherches. Ça m'a ouvert sur d'autres trucs. Ah marrant. C'est connu que c'était un vrai cauchemar pour lui, qu'il a pas et que c'est le seul film qui renie en fait de sa filmo, Alien 3. Oui, et pourtant il a pas à le renier en fait. Donc il a vraiment pas à le renier parce que c'est vraiment un bon film. Certes au niveau du montage et tout, bah oui, mais en vrai, moi, je sais pas, je pense que 80% des films dont je parle, il y a eu des problèmes de production, en vrai, tout le temps. Des problèmes de production, des problèmes de montage. C'est marrant, d'ailleurs, ça. C'est à chaque fois que je m'attaque à un truc, je me rends compte qu'il y a eu des problèmes. Alien, il y a toujours eu des problèmes dans les films Alien, sauf celui de Jeunet, où il n'y a pas eu de problème, d'ailleurs. Ah, marrant. Pour le coup. Okay. Mais Alien, il y a eu... Jeunet, il a eu carte blanche, on lui a laissé faire ce qu'il voulait. Hein. Okay. C'est un truc de fou. Hein. Ah, mais totalement. Jeunet, c'est totale liberté, aucun problème de tournage, aucun problème de production... Tout va bien, hein. Le film, Jeunet, il a eu total contrôle dessus, personne n'est venu lui dire quoi faire, quoi. C'est étonnant, quand même. Ouais. Faut être un réalisateur français pour faire pour faire ce que tu veux à Hollywood aujourd'hui. Bah, apparemment, il se laisse pas faire. Mais ouais, Alexandre Aja, là, par exemple. Ouais. Aja, qui est un très bon réalisateur français que j'adore, sur Piranha 3D, il a eu plein de problèmes, lui, par contre, tu vois. Il a pas pu faire le film qu'il voulait. Ouais. Le film, il a été amputé de 30 minutes, quoi, par exemple. Les effets spéciaux, ils ont été faits à l'arrache en 1 mois, à 6 semaines de la date de sortie bon voilà. Et ça, si tu veux, moi je savais pas avant de faire des recherches, donc du coup, bah bien sûr, il y a le côté passion parce que la chaîne me permet de plonger dans les coulisses des films, tu vois. Ça prend du temps, mais je l'aurais pas fait forcément. Tu vois, je l'aurais peut-être pas fait si j'avais pas eu la chaîne. Donc évidemment, t'apprends plein de trucs. Et puis, du coup, au fur et à mesure, la chaîne, elle devient très riche en contenu et en information, finalement. Tous les Superman aussi. Enfin, moi, je suis un gros fan de Superman. Ah ouais, okay. C'était passionnant de me plonger dans la construction de tous les films et puis de voir avec le recul l'évolution du personnage au cinéma jusqu'au dernier. Tu vois, le dernier, j'en ai pas encore parlé sur YouTube. Il y a eu tellement de vidéos sur le dernier Superman à chaud. Tu vois, tout le monde réagit à chaud. Tout le monde veut faire du buzz, etc. Des vues, du clic. Moi, je laisse un peu passer du temps. Surtout, il me faut le film pour en parler déjà. Une bande-annonce, ça suffit pas. Moi, il me faut des images, tu vois, pour illustrer, pour dire voilà ce qui se passe là, ça. Bon, moi, je vais en faire une vidéo sur Superman, c'est obligé, mais je vais attendre, tu vois, que l'eau coule sous les ponts avant de sortir la vidéo, mais elle sera étayée par des recherches. Moi, je veux comprendre ce qui s'est passé sur ce film, parce que pour moi, il y a quelque chose qui colle pas, il y a un problème. Je veux comprendre pourquoi il y a eu un problème.
Et aujourd'hui, tu vois, t'as tout le monde qui s'emballe dessus. Alors, soit t'as des gens qui vont dire, ah, mais c'est mauvais parce que ça, ou des gens qui vont dire, mais c'est génial parce que ça. Ouais, mais sauf que vous avez pas tous les éléments pour juger. Moi, j'attends d'avoir assez d'éléments, tu vois, pour dire, voilà ce que j'ai pensé du film, en gros. Pour moi, il y a eu un problème. Et on verra, peut-être que je me trompe, ça se trouve, il n'y a pas eu de problème. Moi, je suis persuadé qu'il y a eu un problème sur ce film. On verra, peut-être dans quelques mois. Peut-être ça va prendre des mois, des années, j'en sais rien. Mais il y a eu un problème. Pour moi, soit ça s'est fait dans la précipitation, soit pour le coup, peut-être que le réalisateur a eu carte blanche, James Gunn, vu qu'il est producteur et tout, j'en sais rien. Mais pour moi, il y a quelque chose qui ne colle pas, qui ne va pas, il y a un souci. On verra, hein, ça se trouve, je me trompe complètement. Ouais, après, mais là, c'est mon instinct qui parle. Pour Superman, d'après ce que j'ai vu, j'ai suivi de loin, je pense que on lui a donné plein de pouvoirs pour récupérer la licence DC et grosso modo rebooter tous les super-héros DC, que ce soit commencer par Superman, c'était la chose à faire. Maintenant, il fallait derrière qu'ils suivent avec Wonder Woman et Batman, la trilogie de DC. Et puis après, éventuellement, les autres. Là, en même temps, c'est un film sur Superman, mais pas que. Sur ce film, il y a un mélange de tout. Il y a plein de gens, comme quand même faire James Gunn, en fait. Il aime bien faire les films chorales avec avec plein de persos. Sauf qu'on avait envie d'un film centré sur Superman, avec Superman. Un film, voilà, le film s'appelle Superman, donc tu fais un film sur Superman. Et tu fais pas un film collégial avec plein de persos qui arrivent de nulle part. Voilà. Donc c'est là où déjà t'as un souci, tu vois. Bah ouais, mais alors t'appelles pas ton film Superman, est-ce que James Gunn était la personne qu'il fallait, sachant que lui, son point fort, c'est justement les films collégiaux, machin. Je sais pas. Écoute, c'est des questions auxquelles il va falloir que toi tu te penches et que tu regardes ça. Il y avait une telle pression par rapport à repartir de zéro, relancer toute la machine d'ici, que forcément il y avait plein de choses. Il y a des gens qui devaient se pencher sur lui, sur son travail, sur ce qu'il faisait constamment en fait. C'est pour ça que je pense qu'il y a eu des problèmes. Ouais. Je pense qu'il y a eu des problèmes. Moi, j'ai besoin de savoir quelles ont été les influences, etc. Parce que pour moi, il y a eu des trucs. Il y a eu des trucs dans l'histoire et pour l'instant on n'en sait rien parce qu'on est encore à chaud là sur un film où t'as Warner derrière qui communique à fond, qui fait un très bon marketing, qui fait de la communication. Dès qu'il y a des chiffres, ils t'en font des caisses pour justement lancer un truc pour que les gens se disent ah ouais c'est génial, ça marche, alors il faut que j'y aille. Donc ils ont compris ça en fait. Voilà, on parle pas de la qualité du film, on te parle des chiffres pour dire aux gens ah mais il se passe quelque chose, il faut que j'aille au cinéma. Il y a ce côté là quoi. Tu prends pas le temps en fait on juge même plus les œuvres en fait, c'est comme le film, les gens vont le voir, faut aller le voir. Ouais. Bon. Ouais. Et en vrai aujourd'hui, à date, en termes de chiffres, je suis pas du tout pour moi le film il marche pas. Bon. Non, il marche pas de ouf. Pour moi le film ne marche pas. Non. Pour moi il marche pas. De toute façon, les trois mastodontes de l'été qui étaient Jurassic Park, Superman et les 4 Fantastiques, ils marchent pas. Enfin, ils sont pas rentables. Ah ouais, ça. Voilà, pas rentable, exactement. Pour lancer un univers, bon là c'est juste, voilà, pour le coup c'est mon avis à chaud aujourd'hui, mais pour moi tu lances ton univers avec un film qui est pas rentable, quoi. Bon courage pour la suite, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu m'étonnes. Qu'est-ce qui te fascine dans le cinéma et les histoires qui gravitent autour? Ce qui me fascine dans le cinéma, c'est justement, alors pour le coup ça tombe bien parce que c'est un peu le... là je suis sur ça en ce moment, j'ai sorti une vidéo à l'occasion des 50 ans des Dents de la Mer, là, donc sur Jobs. Et ce qui me fascine dans le cinéma, c'est souvent que des projets, au départ, s'annoncent très casse-gueule et sont voués à l'échec total. Et ce qui me fascine, c'est que certaines personnes, parfois, peuvent tout faire basculer. Et juste parce qu'ils sont hyper déterminés, ils vont réussir à transcender un projet, un film, et à faire en sorte que le film, alors qu'il était annoncé comme un échec, ça va devenir l'une des plus grandes réussites de l'histoire. C'est ça qui me fascine. Donc c'est l'histoire humaine, en fait, autour du film. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Après, passionné de cinéma, pourquoi je suis passionné de cinéma, ça à la limite, j'en sais rien. Parce que tout petit, j'ai commencé à regarder beaucoup de films, à être... moi, je suis un enfant de Spielberg, hein, je le dirais tout le temps, mais voilà, j'ai regardé tout ce qu'il a fait. Dès le début, j'ai été biberonné à E.T., à Indiana Jones, à George Lucas, à Star Wars. Bon, je sais pas pourquoi, si tu veux, c'est comme ça. Voilà, moi, t'en as qui sont plus cinéma indé, cinéma français, ou peut-être cinéma d'horreur. Non, moi, j'ai été Spielberg, George Lucas, tous ces films-là, voilà, pas forcément des films dramatiques ou quoi. Moi, j'étais là-dessus, j'étais sur les blockbusters américains, j'étais sur des films qui me faisaient rêver, qui faisaient travailler mon imagination, en fait. Beaucoup là-dessus. Donc voilà. Je vois. Je sais pas si ça répond à ta question. Mais... Ouais, carrément.
un film, c'est un produit fini avec des images et du son, en tout cas pour ceux qui le regardent, mais pour ceux qui les font, ce sont des aventures humaines et techniques. Alors, c'est quoi le mieux, les films ou les histoires derrière les films? Bah pour moi, c'est un mélange des deux. Enfin, pour certains, ils vont s'arrêter au film et ils vont pas avoir envie d'en savoir plus, quoi. Et moi, quand je vois un film, j'ai besoin de savoir ce qu'il y a derrière. Voilà, j'ai besoin de gratter un petit peu. Je peux jamais me contenter de voir juste un film, quoi. Puis, en fait, je pense que c'est venu aussi, moi, du côté... c'est venu du côté, tu sais, souvent les films où tu vois marqué inspiré d'une histoire vraie, quoi. Ouais. C'est impossible de ne pas avoir envie de savoir ce qui s'est passé dans la vraie vie, tu vois. Ouais, j'avoue. Donc peut-être que c'est venu comme ça, et du coup maintenant, bah, je veux savoir exactement tout ce qui s'est passé en Dans la vrai vraie vie, ouais. autour du film, même même quand c'est des histoires totalement inventées, tu vois, avec des scénarios originaux et tout, mais j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé en vrai pour amener à ce film. Et puis bah voilà, mais je pense honnêtement, après tout le monde est peut-être pas comme ça, mais moi je ne peux pas m'empêcher quand j'aime un film de vouloir en savoir plus en fait. Pour moi c'est naturel. Ok. Alors, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais moi en tout cas c'est comme ça. Il faut que je sache comment c'est fait. Je me suis toujours intéressé aussi aux acteurs. Alors j'aime beaucoup la VF, moi je suis un gros défenseur de VF. Hein. Je le dis parce que j'ai énormément de gens sur la chaîne qui viennent en commentaire. Ah c'est dommage, t'as pas mis les extraits en VO. Et ça c'est d'ailleurs j'en profite là pour le dire, là, vu que je suis chez toi, arrêtez avec vos VO, d'abord la VO, la VO, la VO. Je parle souvent du jeu d'acteur et on me dit ah mais tu peux pas parler du jeu d'acteur parce que tu mets pas les extraits en VO. Ok, bah, enfin je le vois quand même l'acteur, il est juste très bien doublé et il joue super bien l'acteur. Donc je peux parler de son jeu, c'est pas parce que je mets pas son jeu en VO, peut-être qu'en VO il est encore mieux. Moi la VF me suffit largement et je défendrai toujours les comédiens de VF et le travail qu'ils font. Et là pour le coup je suis content parce que sur Les Dents de la Mer, là il s'est passé un truc génial, c'est que j'ai mis moi, il y a eu la version a été redoublée pour la sortie en Blu-ray. Je crois que le film était sorti en 2015, il me semble, ou 2010. Mais en tout cas, il y a eu un nouveau doublage qui a été fait sur Les Dents de la Mer. D'accord. DVD ou Blu-ray, je crois. La date, c'est 2010 ou 2015, mais bon, voilà. Et je suis tombé sur cette version. Et alors? Mais il était hors de question que je passe des extraits avec cette nouvelle version parce que Les Dents de la Mer, on a grandi avec la version doublée en 1975. Elle est culte, elle est légendaire. Voilà, c'est impossible de faire autrement. Et il n'était pas question que je mette les extraits en VO. Pourquoi? Parce que moi, j'ai découvert Les Dents de la Mer en VF. Voilà, quand il passait à la télé. Moi, j'avais la cassette vidéo. C'était en VF. Il n'y avait pas de VO à l'époque, tu vois. Donc, c'est clair. C'est de la VF, quoi. Donc, voilà. Et je défends la VF parce qu'on a la chance d'avoir une très bonne VF en France. Donc, voilà. Donc, après, je parle pas, pour le coup, je vais pas jusque-là. C'est-à-dire, parce que sinon, ça me prendrait trop de temps, honnêtement. Je le fais pas. Il y a des chaînes qui le font. Moi, j'ai choisi de pas le faire. Je mets les extraits en VF. Il y en a qui vont un peu plus loin, qui disent que c'est tel comédien, etc., qui a doublé l'acteur, machin. Je vais pas jusque-là. Mais moi, je parle vraiment des acteurs, du film, des coulisses, etc. Mais au moins, je passe les extraits en VF, quoi. Enfin, bah après, si c'est pas le sujet, une chaîne francophone, donc... Oui. Chacun son sujet, chacun son centre d'intérêt et tout ça. Pour avoir fait une école de ciné et avoir moi-même réalisé quelques courts-métrages, je peux témoigner qu'on se rappelle pas forcément du travelling compensé qu'on s'est marré à faire avec le chef-op à la 14e minute, ou même de la galère que c'était d'obtenir les autorisations de tournage pour shooter dans un hôpital psychiatrique. En revanche, ce qui reste, ce sont les émotions qu'on a ressenties pendant la durée du tournage. Pour un film, c'est souvent pareil, non? T'en penses quoi? Ah oui, non, mais tout à fait. Après, ça dépend dans les conditions dans lesquelles tu le découvres, mais souvent, tu te rappelles de l'émotion que tu as eue en salle. Moi, j'en ai parlé, je crois d'ailleurs, quand je faisais la rétro sur Superman, mais je me souviens... Superman, donc j'en reparle encore, mais je me souviens, lorsque j'ai vu Superman Returns de Bryan Singer en 2006 en salle, le générique m'a mis les larmes aux yeux, quoi. Parce que je me le suis pris en plein visage. La musique de John Williams. Et ça m'a tellement rappelé des émotions d'enfance de découvrir le Superman de Richard Donner et tout. Ouais. Moi, j'en ai des frissons d'en reparler parce que ce générique, il est fou. Ouais. Et bizarrement, j'ai revu ça ce matin. J'ai revu ce matin le Superman de Richard Donner. Et moi, je peux pas m'en lasser, en fait, de cette intro. Donc, voilà. Et au cinéma, l'intro du Superman Returns m'a mis des émotions incroyables. Bon, après, le film, on peut en parler. Pour certains, il est pas forcément, c'est pas un chef-d'œuvre. Mais en tout cas, le générique, moi, il m'a mis une émotion incroyable, quoi. Donc, c'est ça aussi le cinéma. Je parle même pas des scènes, là, tu vois. Je parle juste d'une scène d'intro avec un générique. Ouais, marrant, ouais. Donc, parfois, même un générique, quand c'est bien fait, ça te fout des frissons, quoi. Ouais, c'est ce qui reste toujours, hein, les émotions. Encore une fois, toi, Mais attention, tu décortiques, toi, les films, les séquences, tout ça.
Tu parles, C'est-à-dire, je les décortique. tu parles plus précisément de ce qui se passe dans les coulisses, mais où ça t'arrive aussi de parler de la mise en forme Alors, d'une scène. la mise en scène, Ouais. ça m'arrive de m'attarder à des scènes, mais alors en fait, si tu veux, moi, je suis parti plus sur justement le côté émotionnel un petit peu des films. Voilà, j'analyse, je parle des coulisses de tournage, Ouais. mais après, quand je fais une analyse, moi, je suis plus sur l'émotion, l'histoire, ce que ça raconte, qu'est-ce que ça veut nous raconter, qu'est-ce que ça veut nous dire et qu'est-ce que le réalisateur veut nous faire passer comme message. Ouais, bien sûr. Je suis pas forcément que sur la mise en scène. Par exemple, Les Dents de la Mer, je me suis pas attardé sur la mise en scène du film parce que de toute façon, la mise en scène, il y a une idée par plan. Spielberg, c'est ses premières années. De A à Z, il nous fait une masterclass de mise en scène. J'ai pas fait d'école de cinéma, je suis pas là pour décortiquer la mise en scène, mais rapidement, je dis, voilà, il utilise des plans séquences, ils sont visibles, ils sont là. Ça permet. Et en fait, si tu veux, plutôt que de dire, il y a des plans séquences, regardez comment il fait, regardez les acteurs, etc. Je vais pas te dire, je vais essayer de comprendre pourquoi il utilise le plan séquence. Et il utilise le plan séquence pour nous permettre d'être au plus proche des personnages, d'être vraiment dans le film. Comme par exemple quand ils sont sur le bateau, il y a ce côté un peu documentaire pour moi, grâce notamment au plan séquence et tout. Ouais. On a l'impression de vivre avec les trois hommes, tu vois, et de suivre leur évolution lorsqu'ils montent dans le bateau tous les trois. Et à la fin, ils sont pas les mêmes. Ils évoluent vachement. Les trois personnages. Ouais. T'as Martin Brody qui est hyper timide et réservé, tu vois, quand il arrive sur le bateau, par exemple. Et puis tu le vois, à un moment donné, il sourit, tu vois, il est happé par l'aventure. C'est génial ce moment. Après, je te parle pas de la musique de John Williams qui vient soulever tout ça. Mais voilà, Hopper, il est plutôt au début sûr de lui, prétentieux, etc., tu vois. Et puis bon, au final, Hopper, il a failli se faire bouffer. Mais... et Hopper, il est pris par la peur à la fin, tu vois, pour le coup. J'ai pas fait exprès de la faire, celle-là. Et tu vois, Quint aussi, belle évolution. Quint, il te fait des blagues lourdingues et tout. C'est le pêcheur, il est hyper bourru. À la fin, Robert Shaw, qui est l'acteur incroyable, mais à la fin, Robert Shaw, tu vois son visage, il est apeuré, quoi. C'est pas la fameuse scène qu'il a fait Red Bourré, qu'il était complètement torché à ce moment-là. Oui, alors ça, j'en ai parlé aussi qu'il était tout le temps bourré et tout, mais ça a dû l'aider. Et Spielberg le dit dans le documentaire d'ailleurs là qui est diffusé sur Disney+. Ça l'a aidé aussi pour sa prestation. Pareil pour justement le fait qu'ils s'entendaient pas bien avec Richard Dreyfuss, qu'ils étaient toujours en train de s'engueuler. Ouais. Ça a aidé évidemment au jeu d'acteur. Ça a aidé vachement. Mais tu vois la transformation des personnages. Je trouve ça génial. Et Spielberg, il filme aussi les plans séquences pour ça. Alors après, l'effet vertigo et tout ça, bien sûr, c'est des trucs, entre guillemets, c'est pas facile à analyser, mais c'est tellement visible. Tu peux pas faire autrement que de voir le plan comme ça. Il est, bon, voilà, il est là, il a été repris par plein d'autres dans plein de films, dans La Haine et tout, par Mathieu Kassovitz, par exemple. Ouais. Donc l'effet vertigo, tu le vois. Voilà, il y a ça. Il y a aussi le plan qui est très visible lorsque il parle à un vacancier et puis derrière, Brody, il a l'œil sur ceux qui se baignent en fait à l'arrière. Oui. Et il a fait un espèce d'effet où t'as les deux images qui sont nettes, alors que normalement il devrait y avoir un flou. Ouais, je vois bien. Ça aussi c'est très visible. Ouais, c'est fou. Aussi le plan où t'as les gens qui passent devant lui en sous forme de volée là. Ça aussi c'est super bien fait quoi. Mais c'est pourquoi ? C'est vraiment pour qu'on soit nous focus sur Martin Brody. Ouais. Et qu'on voit bien que lui en fait il est imperturbable à ce moment-là. Il est inquiet, tout ce qu'il regarde c'est la mer. Voilà, point final. Donc moi ce qui m'intéresse c'est plus ok la mise en scène, mais pourquoi en fait c'est pas pourquoi la mise en scène, voilà. Ouais. Qu'est-ce que ça veut nous raconter ? Pourquoi Spielberg il a fait ça comme ça ? Qu'est-ce qu'il veut nous dire en fait ? Donc après, j'ai pas fait d'école de cinéma, j'y connais absolument rien en vrai en cinéma. Pas plus mal parfois moi, pour parler de l'émotion et de ce que t'as vécu, ce que t'as ressenti. Justement, ça t'empêche de partir dans quelque chose de trop technique et qui saoulerait et qui est pas le propos en fait. Ouais. Exactement. Je pars pas là-dessus. Je pars pas sur le côté technique, sauf quand vraiment c'est visible, comme le côté travelling compensé, ce genre de choses. Et puis les plans séquences, c'est très visible aussi. Après le reste, bon voilà. Mais tu vois, par exemple, Les Dents de la Mer, c'est un film. Quand tu connais comment ils ont fait le film, avec toujours des bateaux de plaisance autour, des touristes et tout, les gens qui voulaient prendre des photos, qui voulaient voir le requin. Enfin, c'était un truc de fou quand même ce tournage. Ben, je suis désolé, mais tu peux être un peu, tu peux chercher le petit truc qui va pas, tu peux faire des faux raccords, des machins si tu veux. Excuse-moi, quoi. Regarde Les Dents de la Mer, tu sais dans quelles conditions ça s'est fait. Ils avaient le son sur une berge. Il y avait la marée, il y avait les vents, il y avait les machins. Tout ça, ça bougeait autour de lui. Et il a quand même réussi à te sortir un film où tu vois pas des bateaux à l'arrière-plan. Tu peux avoir parfois des changements de météo. Oui, honnêtement, ça perturbe pas. T'es tellement immergé dans le film que tu ne vois même pas les changements de météo. Non, c'est clair. C'est pas gênant. Tu parles de Spielberg et des Dents de la Mer. C'est quoi un bon film pour toi ?
Un bon film pour moi, c'est un film qui te marque pendant des années, un film qui va te faire réfléchir aussi pendant longtemps après la séance. C'est un film qui t'apporte une réflexion. Pour moi, un film marquant, c'est ça. C'est un film dont tu vas te souvenir pendant très très longtemps. Bon, moi, il y a des films que j'ai vus peut-être 100 fois, voire plus. Honnêtement, à un moment donné, tu comptes plus, quoi. 100 bon fois. film. Quel film t'as vu 100 fois? Oh là là, bah, les films que j'ai vus 100 fois, déjà, Les Dents de la Mer, clairement. Ah, wow. Les Indiana Jones, clairement. Les Star Wars, clairement. Les 3 premiers. Ok, je vois. Bien sûr, 100 fois. Après, bizarrement, les films récents, je les ai moins vus, tu vois. Ouais, ça m'étonne. C'est plus pas les du anciens tout, films que bien j'ai sûr. beaucoup vus. Mais tu vois, regarde, quel intérêt j'avais ce matin de mettre encore Superman de Richard Donner? Pourquoi? Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Bah, j'en avais besoin. Donc, hop, je me suis remis le Superman qui me fait du bien. Peut-être aussi que c'est des films qui te font du bien à un moment donné, donc tu les regardes à nouveau. Voilà, mais tous ces films, moi, de ces années-là, début des années 80, c'est... Ouais, je les ai vus 100 fois. Alors, quoi. il y a le côté les Goonies, Madeleine. les Gremlins, tous ces films. Mais, Le Retour vers le futur, bon, mais voilà. Bien sûr, oui, évidemment. Mais c'est inévitable. Donc je te dis, je les ai vus 100 fois, mais en vrai, tu comptes pas. Peut-être que c'est plus. J'en sais rien, tu vois. Ouais. C'est des films que je regarde là maintenant, aujourd'hui, à peu près une fois par an, tu vois. Voire plus, parce que le Superman de Donner, j'ai dû le voir 5 fois cette année. Oh la Donc, vache. parce qu'il y a eu le nouveau qui est sorti, et j'ai eu besoin de me replonger. Bah aussi, tu vois, ça participe justement à... ok, je suis... Bon, en gros, je suis déçu. Donc je suis déçu par le film. J'ai besoin aussi de me rappeler ce que c'est qu'un bon film Superman. Ouais, je vois. En gros. Mais alors, du coup, Tu vois. au-delà du côté Madeleine, c'est quoi qui perdure dans le temps? C'est quoi qui... Parce que toi, tu vas chercher un réconfort, mais il doit y avoir quelque chose d'autre quand même quand tu parles de bons films. Bon, alors là, c'est compliqué comme question. Après. Qu'est-ce qui fait que le film, finalement, il va rester dans le temps? C'est ça pour toi, un bon film? Un film qui va rester dans le temps? Pour moi, un bon film, c'est un film, effectivement, qui va rester dans le temps et qui va être transmis aux nouvelles générations qui vont le redécouvrir aujourd'hui et qui vont le trouver intéressant encore maintenant. Là, ça a été le cas pour des films qui étaient des fois mal accueillis à l'époque et qui aujourd'hui sont revus par les nouvelles générations. Moi, je connais un gars de 27 ans, par exemple, qui a découvert le premier Alien de Ridley Scott, il l'a trouvé génial. Pour un film qui est sorti en 78, quand même. Ouais. Et ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Un film qui arrive à traverser le temps, pour moi, c'est ça. Ok. Et s'il le traverse, c'est qu'il a quelque chose en plus. Ouais, puis comme tu dis, t'as des films qui sont mal perçus au moment de leur sortie. Je pense particulièrement à un chef-d'œuvre qui s'appelle Blade Runner. Il y a aussi The Thing, bien sûr. Oui. Voilà, des films qui ont été un peu massacrés à leur sortie et 10-15 ans plus tard ont été vus comme des chefs-d'œuvre et des films incompris en avance sur leur temps. Ça, c'est aussi intéressant. Bien sûr, mais souvent, tu vois, du coup, sur des films aujourd'hui qui sont mal compris, des fois, t'entends dire, oui, mais ça se trouve dans 10 ans. Bon, poussez pas non plus. Il y a des films aujourd'hui qui sont très mauvais. Ils seront pas meilleurs dans 10 ans. Faut pas exagérer. Alors, il y a ça, puis il y a surtout ça aussi, une histoire de... Pour moi, l'écriture est à la base de tout. Les films étaient bien mieux écrits. Bon scénario, voilà, avant, bien sûr. Voilà, exactement. Maintenant, c'est histoire, un peu... un bon scénario. Il y a des grosses carences, il y a des grosses faiblesses dans l'écriture, point barre, quoi. Donc, et comme l'écriture, c'est la base du film, si le film est mal écrit, même s'il est bien réalisé, même s'il y a des beaux effets, ils vont pas rester dans le temps, en fait. Tu parles des films qui restent dans le temps, là. C'est des films qui sont... Oui, parce que c'est des films qui sont creux, qui sont vides, qui vont aussi aller repomper des idées que t'as déjà vues ailleurs ou des histoires que t'as déjà entendues 1000 fois. Donc, il y a ça aussi. Mais oui, déjà, une bonne histoire originale, peut-être qu'une bonne histoire originale bien écrite, ça permet aussi aux films de traverser le temps. Et pour le coup, on l'a vu, on parle de vieux films là, mais tous ces vieux films, ils sont pas forcément, en termes d'effets spéciaux, forcément, ils rivalisent pas avec ceux d'aujourd'hui. Et sauf que comme ils sont bien écrits et bien interprétés aussi, tu vois. Tu t'en fiches. Moi, je revoyais Christopher Reeve dans Superman. Mon Dieu, quoi. Mon Dieu. Ouais. C'est incroyable. Je dis c'est incroyable. Surtout que maintenant, je connais le film par cœur, les répliques par cœur, etc., les scènes par cœur. Donc, je m'intéresse beaucoup plus à des petits détails, justement, du jeu d'acteur. Ouais. Et c'est fou, quoi. Christopher Reeve en Clark Kent, c'est incroyable. Je le revoyais ce matin, juste au Daily Planet, la scène où, je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais la scène où, en fait, il veut prendre l'ascenseur, juste. Il veut prendre l'ascenseur et en fait, t'as les gens qui le calculent pas et l'ascenseur, il est pris par tout le monde. Il veut monter, non, vous voulez, en fait, il veut descendre et puis il prend un ascenseur où les gens montent, donc il le calcule pas, donc il peut pas descendre. Et il est sur un autre ascenseur, pareil, il est pris, donc il peut pas monter dedans. Et en vrai, c'est Superman, s'il veut, il peut faire ce qu'il veut, il s'en fout. Mais il est là, il est en Clark Kent. Et tu le vois un petit peu bossu et tout. Il sait pas quoi faire de sa veste. Et il essaye juste de prendre l'ascenseur pour descendre. Mais pourquoi Richard Donner, il te filme cette scène? Parce que tu te dis, mais c'est une scène elle sert à rien, entre guillemets.
tu peux te dire, mais pourquoi? On s'en fout que Clark Kent, il veuille prendre l'ascenseur. Pourquoi Richard Donner, il a mis cette scène-là? Et ça nous permet de voir Christopher Reeve qui est tellement bon dans son jeu. Tu vois, aujourd'hui, c'est... Et peut-être qu'à l'époque, c'est une scène, les gens, ils s'en foutaient. Mais aujourd'hui, cette scène, elle est folle, elle est incroyable parce que t'as plus aucun réalisateur qui va prendre le temps de filmer Clark Kent comme ça, qui veut juste prendre l'ascenseur. La scène, elle dure 2-3 minutes, c'est hyper long. Il veut juste prendre l'ascenseur, laisser-le descendre, en fait. Tu vois? Et quel réalisateur, dans quel film aujourd'hui, tu vas avoir un studio qui va pas couper ça au montage, ou t'as pas un studio qui va te dire non mais ça va, votre personnage pendant 3 minutes il veut juste prendre l'ascenseur, vous rigolez ou quoi? Bah vous m'enlevez ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, sauf que c'est ça qui fait un bon film aussi, c'est ces petites scènes, tous ces petits trucs en plus. Et voilà, ça donne le contraste entre Clark Kent et Superman en fait. Donc si t'as mais pas... c'est important. Bien sûr. Mais si t'as pas ça, tu comprends pas. Et moi j'ai pas de, je lis pas de comics, mais j'échange avec des lecteurs de comics de Superman et tout. Bon, dans les comics t'as tout et n'importe quoi, hein, faut quand même être clair. Il y a tellement d'histoires et d'itérations qui ont eu lieu sur le personnage que tu peux tout trouver. Mais tout le monde te dit dans les lecteurs de comics, Superman, c'est pas que Superman le super-héros, c'est aussi Clark Kent. Voilà. Ouais, si t'as pas, si tu n'as pas un bon Superman, si t'as pas un bon Clark Kent, ça va avec, c'est double face, quoi. Exactement. Tu peux pas faire Superman sans Clark Kent, en fait. Oui. C'est presque 50-50. Pour moi, un bon film Superman, c'est à 50% de Superman et 50% de Clark Kent. Voilà. Et après, on pourrait te dire, ouais, mais c'est vu et revu. Bah, je te jure que moi, un Superman avec mi Clark Kent, mi Superman, au cinéma, j'en ai pas vu depuis Richard Donner, le premier Superman, franchement. Même Man of Steel, c'était très Superman et moins Clark Kent, tu vois. Ouais, je pense que c'est pas étranger au fait que ça a moins marché et moins marqué aussi, hein, tout simplement. Bah c'est que t'as le revers de la médaille qui est humaine et puis le revers qui est le dieu, en fait. Mais tu peux pas avoir le dieu sans l'humain. Donc, oui. Ouais, c'est dommage de passer là-dessus, quoi, effectivement. Oui, parce que c'est quand même un enfant adopté, il vit sur Terre, il est à Smallville, c'est ça son enfance. Je veux dire, c'est pendant 20 ans, il est à Smallville, il est Clark Kent, et puis il doit cacher ses pouvoirs à tout le monde, et puis il a une éducation, etc. Bon, c'est ça Superman, c'est pas juste avec cette partie. Un gars qui vient de débarquer. Hein. Bah ouais. Et c'est la partie la plus intéressante, c'est la partie humaine, en fait. Donc tu peux pas éluder ça, tu vois. Bon, alors James Gunn, il a tout... Voilà. C'est un autre sujet. On n'en parle pas. Mais on n'en parle pas. Mais j'en ferai une vidéo. Ouais. Mais Superman... C'est ça en fait, et c'est pour ça que moi pour le coup, alors le dernier projet Superman que j'ai adoré, c'est Superman and Lois, parce que c'est une série télé, et là tu es vraiment sur le Clark Kent justement. En plus il est père de famille, il a 2 enfants, c'est génial, t'as jamais vu ça au cinéma. Comment Superman gère avec 2 enfants, sa vie de super-héros, et sa vie familiale, et son éducation, et les enfants quand ils vont se rendre compte que leur père c'est Superman. C'est génial, imagine un jour tu te rends compte que ton père c'est Superman. Donc toutes ces émotions là pour le coup, et cette histoire, elle est géniale, elle est hyper originale, la série est plutôt bien faite en plus, a une belle conclusion. Pour le coup, moi, j'ai adoré cette série Superman et Lois. Pour ceux qui aiment le perso, foncez sur cette série, quoi. Okay. Mais voilà, et je trouve que pour le coup, aujourd'hui, les histoires originales, je dirais les histoires originales et les émotions, j'ai presque l'impression qu'on les ressent plus devant les séries télé maintenant qu'au cinéma, parce que ils ont plus le temps d'écrire, de développer des histoires originales, de faire des bons scénarios. Et c'est triste de se dire ça, mais au cinéma, il y a moins d'histoires vraiment qui nous donnent envie, quoi. C'est vrai. C'est dommage. C'est aussi dommage. T'as cité tes films préférés. Quelle est ton histoire derrière le film qui t'a le plus marqué? Mon histoire derrière le film qui m'a le plus marqué. Ouf. Sur tous les films dont j'ai parlé? Pas forcément. Pas forcément? Bah alors, attends. Est-ce que t'as une histoire de coulisses qui t'a vraiment, vraiment marqué? Je réfléchis. T'aurais dû m'envoyer les questions avant. C'est de la triche. Attends, je vais réfléchir. Si, mais c'est les Star Wars, moi, pour le coup. Je pense que c'est les Star Wars, c'est les tout premiers. Les Star Wars, ok. Oui, parce que... mais c'est de toute façon, les coulisses de tournage qui m'ont le plus marqué, moi, c'est les histoires de films. Donc, j'ai du mal à te dire un projet, un film. Je dirais que c'est les films qui sont... Un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est des films qui sont pas du tout attendus comme des succès. Ok, ouais. Ah. Ouais, c'est bon. Titanic aussi, tiens, je peux citer Titanic. C'est pas forcément des films sur lesquels j'ai fait des vidéos. Mais pour le coup, t'as raison de me dire, voilà, ça peut être des films sur lesquels j'ai pas encore parlé. Mais Titanic, c'est une histoire qui m'a marqué à l'époque. Parce que ça, pour le coup, je l'ai vécu de mon vivant. C'est-à-dire, souvent, je parle de films. Moi, parler de Superman, j'étais pas né. Par exemple. Parler des Dents de la Mer, 75, j'étais pas né. Je parle de la façon dont Star Wars s'est fait, parce que vraiment en coulisses c'était l'enfer, et George Lucas, on se demande comment il a fait son film finalement, tout ce bordel. Et ouais. C'est un succès,
Bon, mais j'étais pas né. Par contre, Titanic, je l'ai vécu, moi. Je me rappelle très bien de tout ce qui se disait à l'époque en 96, en France. Voilà. Le film, c'était le naufrage des studios. Le budget qui film, ça y est, explose. un enfer. Oui. Le budget explose. Et ça, c'est drôle, parce que Les Dents de la Mer, le budget a explosé. Il est passé de 5 millions à 9 millions. Et justement, à cause de ça, tout le monde disait que Spielberg, c'était la fin de sa carrière. En 74, pour Hollywood, Spielberg, c'était un réalisateur fini. Le mec, derrière, il te fait presque 500 millions de dollars à l'époque. Avec l'inflation, c'est 1,5 milliard aujourd'hui. Donc, voilà. Et c'est fou quand même. Le mec, enfin, voilà. Ça s'est reproduit. En fait, ce qui est fou et ce qui est fascinant, c'est que l'histoire, elle se reproduit souvent. Vraiment. Dans ce qu'a vécu Spielberg en 75, Cameron l'a vécu d'une certaine manière avec Titanic en 97. Je connais pas encore tous les détails parce que je me suis pas penché dessus. Mais je me rappelle qu'à l'époque, en tout cas, dans les médias, la presse et tout, on éclatait le film, on disait que ça allait être une catastrophe. Et puis t'avais les jeux de mots Titanic, naufrage, tout le bordel. Le film, c'était la fin de carrière pour James Cameron. Le film, il avait englouti trop de millions. Le film allait être une grosse bouse, échec au box-office, quoi. Mais ouais, mais sauf que les gens, ils ont pas le côté émotionnel à ce moment-là déjà. Ils savent pas qu'il y a une histoire d'amour avec DiCaprio qui est à l'époque en pleine montée et Kate Winslet et que ça va toucher le cœur des gens. Et puis que les gens, ils vont voir le film plus de 10 fois et que ça va être un film intergénérationnel, familial. Et aujourd'hui, si tu veux faire un gros succès au cinéma, encore plus aujourd'hui qu'avant, mais tu dois faire venir les familles. Faut que ce soit familial. Et si tu veux, James Gunn, désolé de revenir dessus, mais il te fait un Superman. Non, mais il te fait un Superman qui va peut-être attirer les enfants américains et les ados américains. Mais pardon, moi, Superman, j'emmènerai pas mes parents et t'auras pas les grands-parents qui vont aller voir Superman de James Gunn, c'est pas vrai. Donc, c'est pas un film intergénérationnel, c'est pas un film familial, ça peut pas faire un succès. Déjà, de base. De base, c'est une évidence. Et pour le coup, tu regardes les gros succès au cinéma, c'est des films familiaux, intergénérationnels, E.T., Titanic, Avatar, voilà. Ouais, pas faux. Ok. Quelle est la vidéo qui a eu le plus de succès sur ta chaîne ? Je sais pas si j'ai bien répondu. Si, c'est pas mal, écoute. De toute façon, chacun son... Voilà. Je peux te citer aussi, pour le coup, j'en ai parlé sur la chaîne, mais Starship Troopers, dans les films aussi qui ont été mal reçus à l'époque. Canon. Starship Troopers, voilà, j'en ai fait c'est la vidéo qui a le mieux marché sur ma chaîne, c'est Starship Troopers. Et après, voilà, des fois, tu sors des vidéos, tu ne peux pas savoir à l'avance ce que ça va donner. Celle-ci, elle a très bien fonctionné, mais je ne sais pas pourquoi, voilà. Mais au final, si, j'ai une petite idée. Parce que Starship Troopers, aujourd'hui, c'est un film qui est extrêmement bien reçu par les nouvelles générations. Et la nouvelle génération adore ce film, parce qu'il y a eu des jeux vidéo, Helldivers et tout, qui sont sortis. Oui. Et du coup, ils ont redécouvert ce film. Et pour eux, ce film, il est intouchable. C'est un truc de fou. Vraiment. Et je l'ai vu dans les commentaires. Ce qui est intéressant aussi avec YouTube, c'est que... vu au cinéma, moi, c'est dingo. Ah oui, ce film, on va en parler. Mais Starship Troopers, c'est un film... aujourd'hui, la nouvelle génération le défend comme si c'était le leur, quoi. Et c'est genre touche pas à mon film, quoi. Et avec YouTube, c'est très intéressant parce que tu as parfois un petit peu la possibilité de sentir un peu des tendances dans la société et tout, tu vois, de voir ce qui plaît aux gens, pourquoi ça leur plaît, etc. Sur une vidéo comme ça qui a vraiment bien marché, j'ai compris pourquoi aussi le film aujourd'hui il les touchait et tout. Mais à l'époque, c'est un film. Moi, je m'en souviens, j'étais au lycée, dans la cour de récré. Avec ma bande de potes, on adorait le film, mais on était tout seul à aimer le film. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Starship Troopers, c'était un film peut-être de geek, j'en sais rien, mais c'était... Bon, moi, je l'adorais, ce film. Mais honnêtement, j'avais l'impression d'être tout seul à l'aimer, tu vois. En France, en tout cas, voilà. Et en vrai, j'ai été un peu tout seul parce que à l'époque, les gens, ils parlaient de Titanic. C'était le film qui venait de sortir, tu vois. Et la sortie de Titanic a totalement écrasé Starship Troopers dans le monde. Et Starship Troopers a fait un bide au box-office. Et quand tu expliques aux gens, je l'ai fait dans la vidéo, et je l'ai vu que ceux qui ne comprenaient pas ce que je leur disais, c'était les jeunes. Quand tu leur dis, mais en fait, à l'époque, le film a été perçu comme un film facho, ils te croient pas. Ils disent, mais c'est pas possible. Ouais, je me rappelle. Parce que c'est évident que c'est pas le cas. Mais oui, mais sauf que il faut leur dire, vraiment, tous les médias, quasiment, dans son immense globalité, les médias du monde entier ont vraiment pointé du doigt ce film en disant, c'est honteux de faire un film comme ça. Les gens n'ont absolument pas capté le second degré et absolument pas compris ce que Paul Verhoeven faisait avec son film. Non, ce qui est dingue, c'est surtout que c'est Paul Verhoeven quand même. Ils ont du mal à comprendre ça. C'est pas la première fois qu'il nous fait un film. Tu vois. Voilà. Donc, regarde Robocop déjà et t'as compris. Bien sûr. Mais oui. Il a fait comme il faisait d'habitude. Sauf qu'à l'époque, je sais pas pourquoi, des fois, les gens ont voulu se faire ce réalisateur. Et après Starship Troopers, sa carrière a totalement changé. Il a refait un Hollow Man qui est plutôt pas mal d'ailleurs, l'homme invisible là, avec Kevin Bacon. Et Elizabeth Shue et Josh Brolin.
Je me dis que quand j'arrive à te sortir 3 noms comme ça, d'instinct, j'ai pas Alzheimer encore, ça va. Donc le cerveau fonctionne encore plutôt pas mal. Mais et après, Paul Verhoeven, bah, il revient en Europe et il fait des films européens. Et c'est différent. Alors je les ai pas vus pour le coup, c'est les films qu'il a fait après. Non, pareil. Mais par contre, t'as aussi le fait que Hollywood peut te casser des grands réalisateurs. Ça a été le cas pour Paul Verhoeven. Et pour moi, il a été cassé après Starship Troopers. Et c'est totalement injuste. Ça aussi, ça me rend dingue. L'injustice, tu vois. C'est des réalisateurs qui te font des super films, en vrai. Ils sont mal compris, ils sont cassés. Oh, quelle horreur. Ouais. Donc, et c'est ce qui aurait pu arriver pour Spielberg. Pour Les Dents de la Mer, ça aurait pu arriver. Ça aurait pu arriver si c'était pas accroché et si dans l'adversité, dans la difficulté, il s'était pas transcendé. Parce que pour moi, à ce moment-là, Spielberg, il se transcende. Clairement. Ouais. Et ça le fait grandir. Il y a un avant et un après Les Dents de la Mer pour Spielberg. Ouais, je suis c'est une d'accord. évidence. Ouais. Ça l'a fait pour plein de réalisateurs. Si tu regardes bien James Cameron, pareil. James Cameron, c'est pareil. Bon, il a eu du mal avec Aliens, il a eu des difficultés, etc. Mais t'as un avant et t'as un après Terminator pour moi déjà. Ouais, complètement. Alors après, tu parles de James Cameron, c'est une personnalité différente de Spielberg. Cameron, c'est vraiment une forte tête qui va, je pense, qui explose, en tout cas, ça lui plaît l'adversité, tu vois, et c'est un environnement qui lui convient et mais il a besoin d'être de conflit pour. Il faut que ce soit chaud quoi sur un tournage de Cameron pour que la fin t'aies un super film. Ouais, c'est vrai. Donc bon, écoute. Il l'a vécu tout le temps, Cameron. Si tu regardes Abyss, c'était un enfer à tourner, un enfer à vivre pour les acteurs et tout. Il y a Ed Harris d'ailleurs qui l'a dit plus jamais je retournerai avec Cameron. Ouais. Titanic, ça a été un enfer à tourner. Un enfer. Ils étaient dans l'eau froide et tout glacé, ils en pouvaient plus. Titanic, ça a été un enfer. Abyss aussi. Aliens, c'était plus avec l'équipe anglaise que ça a été compliqué, visiblement. Mais voilà, tous les tournages de Cameron, c'est les enfers. Bon, bah à la fin, il accouche quand même de chef-d'œuvre. Donc peut-être aussi qu'un bon film, pour qu'il reste aussi dans le temps, peut-être qu'il faut qu'il soit fait aussi, tu vois, dans la difficulté, qu'il y ait des problèmes. Mais oui, parce que finalement, tous les bons films qui restent aujourd'hui, c'est des films qui se sont faits dans la douleur, si tu réfléchis bien. Il n'y a pas un seul bon film. Alors, en tout cas, là, j'y pense pas maintenant, mais les bons films qui restent et les chefs-d'œuvre, en général, ils ont été faits avec beaucoup de difficultés. Ouais. C'est pas des tournages faciles, quoi. Je pense tout de suite, quand tu me dis ça, je pense à Apocalypse Now, je pense au Parrain, et ça a été des tortures de tournage. Donc, c'est pas impossible. Shining aussi, je crois. Il me semble que Shining, ça a été compliqué. Faux. Je me suis pas penché dessus, mais Shining, ça a été compliqué. Donc, tu te rends compte que finalement, aujourd'hui, si on te dit le tournage s'est bien passé, il y a eu aucun souci. Merde. Ça va peut-être être un mauvais film alors, tu vois ce que je veux dire? Parce tu que vois les images de making-of où ils sont tous en train de se marrer, en train de déconner tout ça, et tu vois que le film c'est une bouse, tu fais mais les mecs... Mais ça c'est Marvel. Aujourd'hui le problème c'est qu'il faut faire attention, la communication, après moi je vois venir ça maintenant à des kilomètres, et c'est ce qu'on a là sur le Superman, enfin bon, moi j'en peux plus, mais quand t'as la communication hyper positive, regardez c'est génial, tout s'est bien passé, et puis tu vois tous les acteurs qui se font des câlins, des bisous, j'en peux plus de ça. C'est insupportable. Ça c'est Marvel, les experts là-dedans. Te montre des coulisses de tournage où tout le monde est gentil, tout le monde fait des bisous. Puis à la fin, ça accouche de films qui sont, une semaine après déjà totalement oubliés, qui sont des gros ratages. Marvel, ce serait intéressant à analyser. Marvel, ils ont eu un moment où c'était les dieux du cinéma. Tout ce qui sortait, c'était génial. C'est vrai qu'à un moment donné, c'était génial et tous les films étaient intéressants. Et depuis quelque temps, c'est fini. Voilà, ils n'arrivent plus à raconter des histoires intéressantes. Il y a déjà ça. C'est plus intéressant, les films qu'ils racontent, c'est des pâles copies d'anciens, c'est tout ce qu'ils ont déjà fait en moins bien. Je suis carrément d'accord. Ils sont totalement paumés. Ouais. Et moi, même aujourd'hui, je suis pas convaincu qu'avec le retour de Robert Downey Jr. Pour les prochains Avengers, je suis pas sûr que ça va suffire. Voilà, on verra bien c'est trop tard. Ce que ça va donner. Mais je pense aussi que le train, il est passé et que, il y a aussi une tendance... Il y en a beaucoup qui te disent la super-héros fatigue, ça n'existe pas. En vrai, elle est réelle. Je pense qu'elle est réelle. Et ceux qui ont commencé à le sentir, c'est les Christopher Nolan. C'est les Martin Scorsese et Spielberg. Voilà. Nolan, lui, il a fait il a fait quand même la trilogie Batman, mais c'est des réalisateurs qui n'ont jamais fait de film de super-héros. Spielberg, il a pas fait un seul film de super-héros, si tu réfléchis bien. On pourrait peut-être trouver dans sa filmographie un film qui peut-être pourrait ressembler à un film de super-héros si on réfléchit bien. Et Indiana Jones, est-ce que c'est un super-héros? Est-ce que c'est un héros, tu vois? Ouais, c'est un héros, voilà. En tout cas, c'est un héros, donc peut-être Indiana Jones, c'est le film le plus super-héroïque qu'il a fait, à la limite. Ouais. En tout cas, la première trilogie. Mais c'est des réalisateurs qui n'ont jamais fait les films de super-héros, et eux l'ont dit tout de suite, mais ce sera une tendance, vous verrez. Ouais. Et je pense qu'ils ont raison. Les films de super-héros, c'était une tendance. Alors, après, t'as tous les
les fans qui vont s'accrocher, tu vois, jusqu'au bout. Et puis l'industrie va s'accrocher, bien sûr. Parce que des films qui ont fait des milliards, tu peux pas du jour au lendemain arrêter. Hein. Bien sûr. Mais je pense que pour Marvel, c'est fini. Et pour DC, bon, bah ça, pour le coup, j'ai consacré plein de vidéos là-dessus. Pour DC, ils ont pas senti, comme souvent, et Warner en l'occurrence, ils ont pas senti qu'ils tenaient quelque chose d'intéressant peut-être. Et ils étaient peut-être trop en avance sur leur temps. Mais ce qu'avait tenté de faire Zack Snyder, c'était ce qu'il fallait faire. Sauf qu'à ce moment-là, il n'a pas été compris. C'est souvent ça. Voilà, encore un réalisateur qui est incompris par rapport à ce qu'il tente de faire. Il voulait faire quelque chose qui ne ressemble pas à ce que tu as l'habitude de voir en super-héros à Marvel et tout. Et j'ai l'impression qu'une partie du public ne l'a pas compris et les studios encore moins. Donc voilà. Sauf que ce qu'il faisait, c'était peut-être, il fallait peut-être poursuivre dans cette voie-là. Après, tu verras. Ça se trouve, ils vont revenir à un truc comme ça parce que moi, je crois absolument pas que le DCU, il a de l'avenir. Là, ce qu'essaye de faire en ce moment Warner, c'est intéressant à analyser parce que là, pour le coup, on vit dans le temps présent, tu vois, de voir un petit peu ce qui se dit. Moi, je pense qu'il faut vraiment prendre du recul. C'est le conseil que je donnerais. Attendez un petit peu. Moi, je vois pas cet univers perdurer et avoir des succès. Je pense pas. T'as parlé de... Et Marvel, je pense que c'est fini. De Starship Troopers, qui est ta vidéo qui a eu le plus de succès. Oui. Quelle est la vidéo qui a moins marché à l'inverse? Est-ce que tu sais laquelle c'est? Alors oui, non, Et la raison? Non, je sais pas forcément la raison. Après, je peux te dire des films qui, moi, je m'attendais à ce que la vidéo, elle marche. Je peux te donner des vidéos sur des films où je m'attendais à ce que ça marche et ça n'a pas marché. Ouais, après, il peut y avoir plein de raisons. Gremlins, par exemple, ça n'a pas super bien marché. Ah ouais, ok. Les Goonies, ça n'a pas super bien marché pour un film qui, pour moi, c'est un film culte. J'ai des trucs là-bas de Goonies, mais... Voilà, c'est un de mes films préférés. Les Goonies, ça n'a pas trop marché, j'ai été surpris. Gremlins aussi, j'ai été surpris que ça n'avait pas trop marché. Voilà, et à l'inverse, t'as des vidéos des fois qui cartonnent et Demolition Man a cartonné, je sais pas pourquoi. Ah ouais. C'est sympa, tu vois, c'est un bon film. Mais bon, c'est pas les Goonies, miser quoi. sur Gremlins et les Goonies que Demolition Man, mais marrant. Mais moi aussi. Ouais. C'est bizarre. Bon, mais c'est YouTube, quoi. YouTube, tu sais pas, tu vois. Ça se trouve, notre vidéo, elle va cartonner ou alors elle va faire un bide. Après Demolition Man, c'est un cas intéressant parce que c'est un peu une dystopie et plus on avance dans le temps et plus ça devient réel en fait et réaliste. C'est ça, c'est génial. C'est ça aussi peut-être qui a intéressé, mais il y en a d'autres comme ça. Enfin, moi j'étais parti, je faisais plein de dystopies, j'avais fait Minority Report, très bien, très bon film de Spielberg d'ailleurs. Mais j'avais fait Minority Report, la vidéo a pas marché, tiens par exemple. Minority Report, les gens s'en foutent. Bon, je saurais pas te dire pourquoi. Minority Report, ça a pas marché. Je sais pas s'il a marché au cinéma déjà. Je me souviens pas du box-office là pour le coup, mais je me rappelle pas non plus. Minority Report, la vidéo a pas super bien marché. Ensuite, j'ai enchaîné avec Total Recall. Autre, un petit peu dystopie, en tout cas par rapport à Mars, etc. Pour moi, il y a quand même des choses qui prennent sens, tu vois. Et puis les voitures autonomes, les taxis autonomes dans Total Recall et tout. Bon, ça c'est des idées. Après, c'est des idées. Attention, c'est des idées qui sont tirées de livres, de romans. Je veux dire, Total Recall à la base, c'est une nouvelle. Qui a été écrite par celui qui a fait Blade Runner, etc. Attends, c'est pas Philippe K. Dick qui a fait Total Recall? Les robots n'ont pas de rêve, les androïdes n'ont pas de rêve. Ça, c'est Blade Runner, ça. Je crois que c'est K. Dick, il me semble. Hein. Et K. Dick a écrit Total Recall. Donc en fait, c'est des auteurs qui, quand ils écrivent leurs livres, s'inspirent sur des théories de SF qui s'avèrent réelles quelques années plus tard. Donc c'est eux, au final, c'est eux qui sont les vrais visionnaires, c'est pas forcément les réalisateurs. Mais c'est la première fois dans les films où tu vois des trucs comme ça. Et puis après, donc Total Recall, voilà. Et donc j'étais dans ce côté dystopie, etc. Ok. Voilà. Et quelle est la vidéo où t'as le plus pris ton pied? Ça n'a pas forcément marché, ça a pas forcément bidé, mais en tout cas, toi, t'as vraiment kiffé à la faire. C'est très personnel, du coup. Mais je peux te dire, c'est Sauver Willy. Ah, ok. Ah, waouh, marrant. Ok. Alors pourquoi je crois que c'est la vidéo qui a le moins marché de la chaîne, tu pourras vérifier. Il me semble que c'est Sauver Willy qui a fait le moins de vues. Et c'est la vidéo sur laquelle je suis le plus fier de moi, tu vois. C'est très paradoxal. Et c'est parce que c'est technique, c'est c'est très simple. Non, c'est très simple. Sauver Willy parce que en fait, je me suis intéressé aux coulisses du film comme d'habitude, etc. J'ai parlé du film, mais en fait, par rapport à d'habitude, il y a une dimension un peu plus, comment dire, un peu plus, encore pour le coup dans l'émotion, mais un peu plus humaine. C'est que je me suis intéressé à ce qui s'est passé après le film et ce que l'orque a vécu. Keiko, le vrai orc. Et donc j'ai été chercher des images. Il y a d'autres vidéos comme ça sur YouTube d'ailleurs pour ceux que ça intéresse. Je suis pas le seul à avoir parlé du film Sauver Willy, bien sûr. Mais si tu veux, du coup, moi j'ai essayé de trouver en fait déjà de m'intéresser à la vie de l'orc. J'ai trouvé des images folles sur internet
du tout début, quand il était dans les parcs d'attractions au début, etc. Et puis, je me suis intéressé à ce qu'ils ont fait après. Et en fait, ça coïncidait avec la sortie d'un film, justement, sur Keiko, sur une chaîne documentaire. C'est un documentaire sur Keiko et tout. Donc, c'est des trucs que tu vois sur des chaînes très spécialisées, style National Geographic et compagnie, tu vois. Donc, moi, j'ai trouvé des images sur ce qui s'est passé après pour l'orque, après le film, tu vois. Et sur la mobilisation mondiale, moi, je me souviens à l'époque, ça, pour le coup, je l'ai vécu, de tous les enfants qui envoyaient des courriers pour tout le monde s'intéresser à cet orque, en fait. Parce que le vrai orque, lui, il n'était pas sauvé du tout, tu vois. Ouais. Et il y a eu une mobilisation mondiale pour sauver l'orque. Et au final, ça n'a rien changé. Et l'orque, il y a eu des grosses erreurs qui ont été faites sur lui. Aujourd'hui, on le sait, qu'il aurait jamais dû être lâché en liberté aussitôt. Et je me souviens que ça, on voyait les actus passer à l'époque. Keiko relâché dans les eaux norvégiennes et tout. Retour chez lui auprès de sa famille. Ça s'est pas du tout passé comme ça, en vrai. Et l'orque, en fait, il a tellement vécu en captivité auprès des hommes qu'il ne pouvait pas vivre sans les hommes. Ah, je vois. C'était plus possible pour lui. Il n'arrivait pas à se nourrir tout seul et en fait, plus le temps passait dans la vie de l'orque après sa remise en liberté, il était surveillé quand même, hein, tu vois. Mais il cherchait toujours le contact des hommes, il suivait les bateaux des pêcheurs et au final, il a fini sa vie. Il était en train de jouer avec des enfants au bord de l'eau sur une plage lambda, tu vois, en Norvège ou en Islande, je sais plus exactement. Et puis il est décédé parce qu'il n'arrivait pas à s'acclimater en fait dans son milieu naturel. Et en fait, t'as des solutions aujourd'hui qui sont des sanctuaires pour les orques, justement, pour les sauver, entre guillemets. Bon, déjà, moi, je suis contre les animaux en captivité, tu vois. Donc, les orques, Marineland est fermé, c'est très bonne nouvelle. Maintenant, les orques, faut en faire quelque chose, tu vois. Faut pas les laisser là-bas. C'est pas possible. Et il y a des solutions, sauf que ça coûte de l'argent. Voilà, faut payer le transport et tout. Mais plutôt que de les vendre à des parcs au Japon, ben, redonnez-leur leur liberté. Je pense qu'ils ont amusé la galerie pendant des années. Maintenant, il faut leur redonner leur liberté et il faut leur permettre d'avoir une bonne retraite. Et ça s'appelle des sanctuaires. C'est-à-dire, c'est c'est dans des vrais océans, en fait. Tu as des sortes d'enclos surveillés où les orques sont encore un peu au contact des humains. Ils sont pas en pleine mer. Ils sont nourris encore un petit peu. Et du coup, ça leur permet d'avoir un entre-deux. Ouais, je vois. Et c'est ça qu'il leur faut. Il y a des scientifiques qui te disent que c'est ça qu'il faut. Ça fait sens. Ça existe, tu vois. Et c'est très récent. Et pourquoi c'est ma vidéo préférée? Parce que justement, en faisant mes recherches, j'ai appris l'existence de ces sanctuaires que je connaissais pas. Et puis j'ai vu cette tristesse. En fait, cette histoire est tellement triste triste de cet orque qui, en fait, finit sa vie près des hommes, alors que les hommes l'ont rejeté d'une certaine manière, se sont fait des millions sur son dos avec les studios, avec Sauver Willy et tout. Ça m'a intéressé aussi parce que c'est une production Richard Donner qui avait quand même réalisé Superman, et ça c'est un truc que je savais pas, tu vois, avant de me plonger dans le film, j'avais complètement zappé que c'était Richard Donner et son épouse qui avait produit Sauver Willy, quoi. Voilà, un film avec un acteur qui est récemment décédé d'ailleurs, l'acteur de Kill Bill. Ah ouais. Qui vient de nous quitter, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, un film avec Michael Ironside aussi. Michael Madsen, c'est pas lui Michael Madsen, voilà. Il y a Michael Madsen, etc. Et pourquoi Sauver-Willy? Parce que c'est un film qui a été tourné à Astoria, là où a été tourné aussi Les Goonies. Bien sûr, Astoria. Et donc, le film, il a un décor génial. Moi, je rêve d'aller un jour dans cette ville, Astoria, là, dans l'ouest des États-Unis, là. T'es pas le seul, dans l'Oregon. Voilà, c'est une région qui a l'air incroyable, l'Oregon, voilà. Et donc, le film a été tourné là-bas. Et voilà, pourquoi c'est ma vidéo préférée? Parce que du coup, en faisant des recherches et en faisant cette vidéo, je me suis dit, ok, j'ai joué un rôle, peut-être que s'il y a des gens qui voient cette vidéo, ils vont pousser pour que justement les orques, ils aient une meilleure fin de vie, tu vois, dans les sanctuaires. Et du coup, tu te sens utile, en fait. Tu vois, ça va au-delà du cinéma. Donc, c'est pour ça que c'est ma vidéo préférée. Et c'est la vidéo qui a le moins marché sur la chaîne. Donc, allez voir la vidéo sur Sauver Willy, elle est franchement intéressante. Mais voilà, c'est ma vidéo préférée parce que j'ai appris des choses. Ok, je vois. Et j'ai l'impression que j'ai servi aussi à quelque chose au travers de cette vidéo. Elle a pas fait de vues, peu importe. Mais c'est voilà, bien en tout que cas, tu sois clairement ma vidéo content, préférée. fier, que tu sois l'avoir fait, et puis Oui. t'en feras d'autres, et puis peut-être. Et puis que elle les est là, autres au moins elle est là. Peut-être qu'un jour Ouais. quelqu'un va la ressortir et puis que du coup ça va se propager, j'en sais rien. YouTube, c'est voilà, les vidéos elles sont là maintenant, elles sont disponibles. Peut-être que là par exemple depuis quelques temps je fais des vues sur la vidéo L'Histoire sans fin, tu vois, qui avait pas marché non plus à l'époque. Il y a beaucoup de gens qui regardent cette vidéo en ce moment, alors que je l'ai faite il y a 2 ans, 1 an et demi. D'accord. Bon, la chaîne n'a pas 2 ans donc c'est pas possible, mais je l'ai faite au tout début, tu vois. L'Histoire sans fin aussi, c'est un film pareil que j'adore, avec la mort d'Artax et tout. Enfin bon, là c'est des films qui nous touchent. Atreyu. Moi c'est vrai que c'est que de l'émotion en vrai tout ça. Le cinéma c'est de l'émotion en fait. Exactement. Ça reste ça, donc finalement ça rejoint ta question de tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait un grand film? C'est un film qui continue de toucher les gens
plusieurs années après, un film qui nous a touché à l'époque, qui nous touche encore aujourd'hui, qui touche les jeunes. Moi, j'ai souvent des papas dans les commentaires qui me disent « Ah, bah, c'est super que tu parles de ce film, je l'ai vu hier avec mes enfants, ils ont adoré. » C'est génial ce partage, tu vois. Ouais, ça c'est chouette. Par exemple. Voilà, par exemple. Où est-ce que tu vas glaner les infos pour tes scripts? Partout, souvent sur des sites américains. Il y a Mad Movies, je crois que c'est Mad Movies qui édite encore des magazines des fois. En fait, si tu veux, moi, il me faut de l'écrit, juste les magazines. Il me faut de l'écrit pour que je puisse, prendre les titres, ce qu'il y a écrit en anglais, je parle pas forcément anglais bilingue non plus, hein. Donc, je prends tout ce qui est en anglais, je le traduis en français, et là, j'ai des fois des infos intéressantes. Des fois, t'as des sites de fans aussi. Voilà. Wikipédia, ça va être en fait le site référence pour faire tes recoupements d'informations. Ok. Pour être sûr que tu dis pas n'importe quoi et que ce que tu as trouvé c'est pas faux. Tu peux te tromper des fois, hein, parce que voilà, si tu veux, si tu me donnes 1 mois pour travailler sur une vidéo, il y aura aucune erreur. Mais quand tu as 1 semaine pour sortir une vidéo, des fois t'es pas à l'abri de faire des erreurs. Mais on va dire Wikipédia te permet de recouper un petit peu. Ensuite les sites de fans, les sites américains qui sont bien plus fournis en informations sur les films que les sites français, clairement. Et puis après, je vais chercher aussi, je regarde un petit peu pour sentir le pouls, les critiques faites sur les films sur plein de sites, tu vois, IMDb, etc. Mm-hmm. Et puis voilà. Mais moi, c'est pas forcément des magazines, donc c'est forcément Internet, obligatoirement. Et puis après, t'as toutes les interviews, les making-of qui sont disponibles. Donc, souvent en anglais, mais maintenant, tu peux te débrouiller pour avoir la traduction. Ok. Comment est-ce que tu gères les critiques ou les commentaires négatifs sur tes vidéos? Beaucoup mieux qu'avant. Ok. En fait, le souci, c'est que tu as... c'est horrible, mais ça le fait à tout le monde. J'ai échangé avec d'autres personnes qui ont des chaînes sur YouTube, cinéma. J'aime pas trop l'expression youtubeur, moi, donc voilà. Plus chaîne ciné. Mais dans cette niche-là, on va dire en tout cas, tout le monde a un petit pourcentage de gens qui viennent un petit peu te pourrir le moral. Et en fait, du coup, c'est horrible parce que là, je l'ai encore sur la vidéo Les Dents de la Mer, tu vois, par exemple. Là, sur la vidéo Les Dents de la Mer, tu as par exemple 100 commentaires, tu en as 95 commentaires, les gens te remercient, quoi. Les gens te disent merci, déjà beaucoup. Ça, c'est top. Et puis, t'en as 5 qui vont venir te titiller sur un truc. Alors, je vais te dire, je les ai en mémoire. Et du coup, tu vois, les gens qui t'ont dit merci, c'est super et tout. Et je réponds à tout le monde en commentaire. Mais c'est les 5 mauvais qui m'ont marqué. C'est horrible. Je sais pas pourquoi, mais moi je te le dis parce que les gens aiment bien. Voilà, l'esprit humain est dans la contradiction. Donc voilà. Et j'ai eu un commentaire où sur ma prononciation de Jaws, je le dis pas bien. Tu vois, c'est Jaws, c'est pas Jaws. C'est Jaws et pas Jaws. Ok. Donc il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire pour ça. D'accord. Bon. Donc la prochaine fois, je dirais Jaws. Bon, bah ça m'a marqué. Ensuite, la VF, t'aurais dû mettre en VO. C'est pas bien de mettre les films en VF. Bon, ça, à chaque fois, j'ai ça. Voilà. Donc voilà, ça m'a marqué quand même. Et puis, j'ai eu aussi un commentaire qui m'a marqué en mode encore une énième vidéo sur les Dents de la Mer. Franchement, soyez un peu plus original, il y en a marre. Et pourquoi je m'en souviens, c'est parce que c'est ma réponse dont je me souviens lui avoir répondu. Je lui ai répondu, excuse-moi, désolé de parler des Dents de la Mer à l'occasion des 50 ans de la sortie d'un film qui m'a marqué dans mon enfance, qui est l'un de mes films préférés et dont je ne pouvais pas, en gros, et j'ai attendu 1 an avant d'en parler, donc désolé de vouloir parler aussi de mes films préférés, quoi. Et en gros, je m'en fous si les autres en ont parlé. Peu importe, tu vois, je vais pas m'empêcher moi d'en parler parce qu'il y a plein de gens qui ont fait des vidéos sur le film. Mais franchement, le cadet de mes soucis que les gens aient parlé des Dents de la Mer sur YouTube, je m'en fous complètement. Moi, j'en parle à ma façon. Et puis, et c'est là où je lui dis, peut-être même que tu auras des infos, tu vois, dans la vidéo, voilà, parce que honnêtement, pour le coup, pour cette vidéo, j'ai regardé le documentaire qui est sorti sur Disney+ récemment. Là, il a 1 mois, le documentaire. Ouais. Avec une interview inédite de Spielberg qui dit des trucs qu'il n'avait jamais dit avant. Et donc, ma vidéo, elle est agrémentée de plein de choses qu'il dit. Bon, même si les images, je ne peux pas les utiliser. Ça, on va peut-être en parler après. Mais pour répondre à la question précédente, les infos, je les trouve aussi dans les docus. Ouais. Voilà. Et là, par exemple, ce docu-là, tu as Spielberg qui parle, qui a lâché plein de trucs qu'il n'avait pas lâché dans les anciens making-of qui datent un petit peu maintenant. Et du coup, ma vidéo, au moins, elle a des images un petit peu, des fois inédites, et des infos inédites. Là, j'ai quand même une personne aussi qui m'a dit « Ah, merci d'avoir parlé du fait que ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est dans le roman. » Mais que dans le film, ils ont pas voulu parler du côté mafia qu'il y a dans le livre. Ouais.
et pression sur le maire et tout, et l'adultère entre Hopper et la femme de Brody. Spielberg a dit non mais c'est trop compliqué, on va enlever tout ça, quoi. Il a eu raison de simplifier son récit, tu vois, pas partir dans tous les sens. Et tu vois, même des gens qui sont fans du film, des fois, j'arrive à leur apprendre quand même des choses. Voilà. Et c'est quelque chose qui est sorti dans le documentaire, tu vois, par exemple. Donc, tu vois, on parle des commentaires négatifs, c'est des gens qui aiment bien chercher les petits trucs. Voilà. Ouais, bah le mec qui aime bien chercher le petit truc, juste un détail, il est pas obligé de regarder la vidéo non plus. Donc, bien sûr. C'est vrai les qu'on mecs force regardent pas un non truc plus, qu'ils hein. ont pas envie de voir et puis ils se plaignent que c'est pas ce qu'ils ont envie de voir. Donc tu te dis mais je sais pas. La regarde pas, clique pas dessus, je sais pas. Enfin tu vois, il y a mille façons de s'épargner des choses. Tu t'évoquais les difficultés de copyright, t'as pas le droit de récupérer des... Alors voilà. Alors vas-y, c'est maintenant, lâche le dossier. Est-ce que c'est une grosse galère de travailler sur des vidéos qui sont gavées de copyright en fait? Alors, clairement, je vais vous dire tout de suite, s'il y a très peu de chaînes comme Clap Story sur YouTube, c'est parce que on galère 10 fois plus que les autres. Faut être clair, il y en a très peu, il y en a des très 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 bonnes, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais voilà, la chaîne de Sofiane par exemple, je regarde beaucoup moi ce qu'il fait. Okay. Il a plusieurs millions d'abonnés, mais il fait des vidéos incroyables. Moi je trouve que c'est génial ce qu'il fait. Si un jour j'arrive à sortir des vidéos de la qualité de sa chaîne, je serais content, tu vois, parce que c'est incarné, il te parle, il te raconte une histoire et il y a des super images, le montage est top, c'est vraiment génial. Il a fait une vidéo sur Star Wars que je vous encourage à aller voir, qui est incroyable par exemple, tu vois. Pourquoi c'est des vidéos qui sont plus compliquées à faire? Parce que en fait, pour être clair, on a le droit de montrer les images des films. Et on a le droit de prendre des images des documentaires. C'est autorisé, il y a une loi qui nous autorise à le faire. On la met dans toutes les descriptions des vidéos. Moi, je le fais depuis le tout début. C'est la loi de l'usage équitable, en gros, où pour illustrer en fait tes propos, tu peux, quand c'est à l'usage de commentaires, même des fois de parodies, tu vois, pour la parodie, pour les commentaires, pour l'analyse, tu peux te servir des images du moment que tu mets pas l'intégralité du truc. Ça, c'est la théorie. En pratique, tu as des studios qui verrouillent leurs vidéos pour qu'aucune image ne sorte sans leur accord. Voilà, ça c'est un truc. Déjà, premier degré. Et ensuite, tu as aussi des studios qui disent aucune image ne sortira, ou alors si vous utilisez une image qui nous appartient, votre vidéo, elle est démonétisée, vous n'aurez pas d'argent. Il y aura de la pub sur ta vidéo, mais tu toucheras pas l'argent. Ok. C'est pas des... je comprends pas en fait l'intérêt. Ouais, je comprends pas leur intérêt. Leur intérêt, ils verrouillent leur truc. Et moi, sur ma chaîne, j'ai plein de vidéos où il y a de la pub, et la pub va à Warner. Voilà, par exemple. Ah, pour récupérer la thune générée par tes vidéos? Oui, parce que j'ai utilisé des images de leurs films ou des images de leur making-of aussi. Les making-of sont protégés aussi, tu vois. Wow. Sauf que, déjà... Comme s'ils avaient besoin de ça, Warner. Moi, j'utilise pas l'intégralité. C'est ouf, quand même. J'utilise pas l'intégralité, je prends des petites images très courtes, tu vois. Ouais. Voilà. J'utilise jamais... Et je mets toujours des scènes très, très courtes. Donc, il faut faire attention à chaque fois avant de mettre ta vidéo sur YouTube que tu utilises des images très, très courtes. Mais malgré ça, des fois, eh bien, tu as... ce qu'on appelle Content ID, c'est une intelligence artificielle qui est sur YouTube, qui est gérée par les studios en gros et qui est plus ou moins sévère, mais tu peux pas le savoir avant de faire ton truc. Okay. Et puis au moment où tu importes ta vidéo, YouTube va te sanctionner ou pas. Et puis là, c'est pour tout le monde le stress parce que tu mets ta vidéo en ligne et puis YouTube va t'informer que non, elle sera pas partagée, elle sera pas publiée parce que tu as utilisé ça. Donc là, déjà, c'est compliqué. C'est aussi pour ça que vous avez des vidéos, souvent sur le cinéma, où il n'y a que des musiques libres de droit. Ouais, les musiques, ça en fait partie, bien sûr. Parce que pareil, les musiques, tu peux pas sur YouTube. Mais oui, et moi, pour le coup, dans mes vidéos, tu as les musiques des films. C'est hyper important pour moi, ça te met dans l'ambiance du film. Mais je vais me débrouiller pour que ça passe. Mais ça me prend beaucoup de temps pour que je me débrouille pour que ça passe, parce que sinon, ça passe pas. Hein. Pour que ça passe, il faut être ingénieux. Hein. Donc... faut déformer les choses, faut déformer les mélodies, il faut raccourcir, faut machin. T'as plein de trucs. Et les images, c'est pareil, il faut les transformer pour que ça passe. Donc ça me prend un temps fou après le montage de la vidéo, au moment de l'importation YouTube. Par exemple, pour l'anecdote, ma vidéo sur les dents de la mer, elle est prête depuis la première version. Elle est prête depuis une semaine. Elle est sortie une semaine après. J'ai dû la changer complètement, cette vidéo, pour qu'elle sorte. Sinon, elle sortait pas. Donc en fait, quand je te dis le travail, c'est entre 20 et 30 heures, des fois, c'est bien plus que 30 heures. Là, ça dépend du sujet. Et tu peux pas le savoir en avance. Donc ça, c'est... Voilà, et c'est le problème. C'est pour ça que tu as beaucoup de gens sur YouTube qui font du facecam, qui donnent leur avis, parce que ça prend moins de temps à produire. C'est plus facile.
Et les gens le savent pas forcément. Ok. Donc, t'as moins de chaînes comme ça en type docu parce que ça prend énormément de place. Et moi, je dis, mais énorme respect à tous ceux qui font ce type de contenu, qui ont des chaînes un petit peu comme la mienne où on décortique les films, où on fait de l'analyse, où on montre des images des coulisses, on montre les images du film. Mais tous les gens qui sont dans mon cas galèrent comme moi, hein. Et tous ont mon respect parce qu'on est tous dans le même bateau, quoi. Tout le monde galère. J'ai échangé il y a pas longtemps avec Guillaume Cassard, par exemple, qui a une chaîne géniale et qui lui aussi utilise les images des films. Et bien même lui, à son niveau, il a 140 000 abonnés. Il galère encore des fois sur des films et sur des images. Et des fois même sur des films, franchement, où comment dire, c'est le seul à en parler, tu vois, du film. Et limite, il fait de la pub au film, quoi. Il fait des sinistres étrons où il parle des films vraiment série B, tu vois. Ouais. Des films où il galère, alors que c'est des films tout pourris, quoi. Ouais, abusé, ça leur fait de la pub honteux. gratuite. Je comprends pas, en Mais fait. oui, Ouais, bon. Écoute. voilà. Ok. Donc voilà, mais on est tous dans le même bateau et du coup on échange quand même. Bon, après, tu vois, je sais pas trop comment ça se passe pour les autres, mais en tout cas dans ce petit monde-là où voilà, quand on fait des chaînes de cinéma de manière sérieuse, on s'entraide quand même pas mal et on se parle, tu vois, on se donne des conseils. Voilà, quand on est en galère, on s'appelle. Ok, c'est cool. Et on essaye de s'aider, de s'entraider. Il y a vraiment un bon esprit de ce côté-là. Parce que moi, j'entends souvent des trucs négatifs, tu vois. Ouais. J'entends beaucoup de trucs négatifs sur YouTube entre les gens et tout. Les dramas, les machins. Non, nous, ça se passe bien. Peut-être que Voilà. ça dépend des sujets ou ça dépend ouais, de ce que tu traites. On est des passionnés de cinéma. Non, mais c'est juste voilà. qu'on est des passionnés de cinéma et à partir du moment où on le fait sérieusement et où en regardant le contenu de chacun, on se rend compte que la personne fait ça sérieusement et avec passion, Ouais. bah on échange, quoi, parce que chacun est chez soi. Je comprends. Là, c'est un truc où t'es très seul dans ta bulle, hein. Ouais. Moi, j'échange qu'avec mes abonnés, en gros, en termes de cinéma. Bon, là, avec toi, du coup, Et ouais. c'est bien, ça me permet d'échanger, tu vois, beaucoup. Pas mal de choses à dire, finalement. Mais en dehors de ça, on échange que avec nos abonnés, mais on n'échange pas, sinon, avec des gens qui sont un peu dans le cinéma ou d'autres créateurs de contenu, c'est très rare. Donc, chacun est dans sa bulle, chacun fait son truc. Et du coup, on se sent un petit peu seul parfois face à des difficultés comme celle-là. Et vraiment, voilà. Et parfois, t'as une vidéo où tu vas passer justement 2 fois plus de temps que d'habitude dessus. Et puis, bah, comme l'algorithme YouTube va pas la pousser, bah, tu vas faire un bide. C'est comme ça. Et puis après, bah, c'est pas grave. Tu reprends ton sac et tu repars parce que tu dois passer à la vidéo suivante, ainsi de suite, tu vois. Ouais. Là, j'ai galéré sur les dents. C'est tant mieux à la limite, mais tu vois, j'ai galéré, pas comme Spielberg, mais j'ai galéré pour sortir la vidéo sur les dents de la mer. C'est un signe, mais bon. Et ben non, tu vas voir que la vidéo suivante, les dents de la mer 2, je vais la faire en moins de temps, elle va pas me prendre la tête, et ça se trouve, elle va cartonner 10 fois plus que celle sur laquelle j'ai galéré. Y a pas de règle. Un jour, il y a un mec qui va faire une vidéo sur ta vidéo, des coulisses du film des Dents de la Mer. Je sais pas si ça À intéressera chaque grand fois, monde. c'est une galère et il Non, va ça aller aussi intéressera pas galérer. grand monde. Une Ça va espèce de pas intéresser grand monde, malédiction. Ah bah ceci dit, les coulisses, ouais bah moi je vais te les raconter, les coulisses des Dents de la Mer, là je l'ai vécu cette semaine, hein, où je dois refaire mon montage, et où je passe 1 heure à importer la vidéo sur YouTube parce qu'en 4K ça prend du temps, et où je suis refusé, et où je continue jusqu'à 4 heures du matin tous les soirs pour essayer que ça passe, à faire des modifications, à dormir 4 heures pour que la vidéo elle sorte, le stress tous les jours, j'en dormais pas. Je peux dire que ce matin je suis allé faire mon footing, j'étais heureux parce que la vidéo elle est sortie hier, bon à l'heure où on tourne la vidéo là. Ouais. Et ce matin je suis allé courir, ça m'a fait du bien d'aller courir et de pas de me dire ok la vidéo elle est sortie, génial quoi. Tu vois c'est vraiment à chaque fois c'est des accouchements. Voilà, des fois ça se fait dans la douleur. C'est ça une vidéo YouTube, sachez-le. Voilà les coulisses. Et un film c'est pareil. Un film c'est pareil. Tous les films ils sortent dans la douleur à mon avis. Voilà. Les bons. Parce que j'en ai vu. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce que justement le cinéma a du souci à se faire d'après toi, ou alors il a encore de beaux jours devant lui? Ça dépend comment vont réagir les studios. Pour moi, aujourd'hui, ils n'ont pas la bonne réaction. Voilà. C'est-à-dire, pour moi, aujourd'hui, ils n'ont pas compris ce qu'il fallait faire. Et il doit y avoir une réaction globale. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils sont un petit peu en train de subir le streaming. Ils sont en train de jouer avec le streaming. Ils lancent leur plateforme de streaming en se disant, bah, demain, on se fera des sous sur les plateformes de streaming vu que les gens, ils iront plus au cinéma. Donc, tu vois, Warner a sa plateforme. Tous les studios ont leur plateforme. Tac, tac, tac. Est-ce qu'ils vont pas tuer le cinéma? C'est possible. En tout cas, s'ils continuent à nous sortir des merdes comme cet été, c'est sûr qu'ils vont tuer le cinéma. Mais tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens, à un moment donné, ils y croient plus. Et tu peux faire du marketing. Je suis désolé de revenir au film de cet été, mais le marketing mis en place sur Superman et Jurassic World Rebirth, c'est un truc de ouf. Ouais. Bon, mais sauf que les films, ils ne sont pas intéressants. Ils n'ont rien d'intéressant. Désolé de le dire, ils n'ont rien d'intéressant. Autant se remater ceux d'avant. Oui, mais sauf que comme on veut te faire payer
ta place de cinéma, on va te faire croire que le film il est super intéressant et que si tu ne vas pas le voir, tu auras raté ta vie. Tu vois, c'est presque ça la com aujourd'hui. Ils en font trop et les gens, ils sont pas cons, ils sont pas dupes. Tu vois, ça marche plus, ça. Ça ne marche plus. La seule chose qui marche aujourd'hui on s'est fait niquer 10 fois, en fait. Mais oui. C'est que c'est la 11e fois. Mais oui. Ce qui marche, c'est le bouche à oreille. Et ça va se faire si ton film, il est bon. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. S'il y a des bons... En fait, pour moi, ce qui peut sauver le cinéma aujourd'hui, il faut que les studios embauchent des bons scénaristes qui ont des histoires à raconter, des histoires originales. Moi, j'attends avec impatience le prochain Spielberg. Je vous le dis, ça va être énorme. Je pense que le prochain Spielberg, ça va être génial. Il va nous raconter une histoire d'ovni. Je pense savoir laquelle, parce que je m'intéresse beaucoup aux ovnis. X-Files, toute mon adolescence, etc. Mais oui, X-Files, bien sûr. Et ouais, je commence à faire des vidéos sur les séries aussi. J'ai fait Sequest, là, une série avec Roy Scheider, justement, des Dents de la Mer. Ok. Et il faudra que je parle un jour d'X-Files, mais X-Files, c'est pareil, c'est une vidéo... Bien sûr, faut que tu fasses X-Files. Voilà. Ouais, il y a du boulot. Je le ferai un jour. Ouais. Mais c'est énormément de travail. Tu sais que c'est beaucoup plus dur de faire des vidéos sur les séries que sur les films. Parce qu'un film, tu vas chercher un film. Une série, t'as plein de saisons, plein d'épisodes. Bah ouais. Voilà, dédicace à Corn Pop, par exemple, qui vient de sortir une vidéo sur la série Desperate Housewives, Ah ouais. qui avait déjà fait d'autres séries. Et je sais que c'est très très dur, très très dur de faire des vidéos sur les séries, et c'est le boulot est beaucoup plus important. Donc voilà. Corn Pop, qui est une chaîne aussi que je regarde, tu vois, par exemple. Et bah voilà, et bah c'était ma question. Quelles sont les chaînes que tu suis et que tu recommandes? Alors Corn Pop, parce qu'on est voisins, en gros, il habite pas très loin. C'est vrai. Okay. En termes de géographie, en tout cas. Voilà. On est un peu dans la même région, déjà. Donc voilà, puis il fait du super travail. Donc Corn Pop, alors j'en suis pas mal, mais vous allez voir que c'est des chaînes qui sont un peu dans l'univers dans lequel je suis. Du coup, Corn Pop, Nienko TV pour le cinéma français. Ensuite, Guillaume Cassard, évidemment, parce que c'est des vidéos aussi. Alors lui, il a le côté divertissant aussi en plus. Tu vois, mais ces vidéos sont d'une qualité incroyable, super vidéo. Et puis en plus, c'est un mec super. Donc voilà, Guillaume Cassard, moi, génial. Ensuite, alors là, les vidéos, il y a aussi le côté, quand tu bosses sur ta vidéo, que tu passes du temps, que c'est dur, t'aimes bien te divertir. Donc je regarde aussi Matt, qui est un YouTuber belge, qui fait des vidéos très divertissantes, des sketchs. Il a plusieurs millions d'abonnés, Matt. Matt se fait des films, pour ceux qui le connaissent. Okay. Et un des plus gros YouTubers ciné, voilà, dans le francophone. Okay. Il fait des super vidéos, c'est des sketchs un peu sur les films. Beaucoup de talent, c'est un acteur pour moi. C'est plus un YouTuber, c'est un acteur. Je pense qu'un jour, on va le voir dans des films, c'est obligé, parce qu'il est très très bon. Donc Matt se fait des films. Ensuite, il a une chaîne plus conventionnelle, entre guillemets. Je le regardais, lui, pour la qualité de ses montages. Et je m'en suis un peu inspiré pour monter ma chaîne, dans le sens où j'aimais tellement la qualité de ses... Alors attention, en termes de montage, parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui aiment bien mes montages. Mais regardez ce mec, moi, je suis dans le bac à sable à côté, quoi, tu vois. Et j'ai pas, pour l'instant... c'est quelqu'un qui bosse actuellement depuis 2 ans sur une vidéo. Waouh, ok. Qui est la vidéo sur Dune. Sur Dune, l'histoire de Dune au cinéma. Ah ouais. Ça fait 2 ans qu'il bosse sur sa vidéo. C'est pour vous dire. Et elle va être projetée au cinéma, d'ailleurs, il me semble, à ok. Paris. J'ai cru voir passer ça. Sympa. C'est la séance de Marty, la chaîne. Donc, pour ceux qui aiment le cinéma, la séance de Marty, c'est incroyable. C'est pas une grosse chaîne, c'est-à-dire, il a été un peu récupéré par le Fossoyeur de films depuis quelques années. Ils font des vidéos ensemble, donc ça lui a donné de la notoriété. Beaucoup. Mais je le regardais au tout début, il avait 30 000 abonnés quand je le regardais. Parce que déjà, il a un ton intéressant. C'est quelqu'un qui faisait de l'impro, donc c'est un bon comédien, donc il incarne bien ses vidéos, je trouve. Moi aussi, bon, pour le coup, moi aussi, j'ai fait de l'impro, mais pour l'instant, j'arrive pas. Sur ma chaîne, c'est pas ça. Je suis pas dans le côté comédien et tout. Donc, c'est un comédien, donc il a un ton de voix qui est très intéressant à suivre, qui est plutôt rigolo. Il a un œil affûté en termes d'analyse de film, mais franchement, c'est incroyable. Et puis, ses montages, c'est ce qu'il y a de plus qualitatif. Masterclass. C'est ce qu'il y a de plus qualitatif sur YouTube aujourd'hui. Et en plus, on a de la chance, c'est un Français. Voilà. C'est la séance de Marty, c'est des vidéos incroyables. Il a analysé la guerre des mondes. Pouah. C'est une claque de sound design. C'est un claque d'immersion en musique. C'est un claque de montage. Il a parlé de Blade Runner aussi, puisqu'on en parlait tout à l'heure et je crois que t'aimes bien le film. Ah ouais, tu regarderas sa vidéo sur Blade Runner. Blade Runner 49 aussi, il en a parlé. Donc voilà, la séance de Marty, moi, c'est à chaque fois des claques visuelles et sonores. Et c'est pour ça que quand j'ai lancé ma chaîne, je me suis dit, tu peux pas faire une chaîne où le montage va pas avoir une place minimum. Donc, j'essaye, à mon modeste niveau, tu vois, de faire des montages un petit peu sympas, avec des petites bandes annonces au début. Tu vois, par exemple, tu m'en parlais tout à l'heure, mais la critique qui revient aussi souvent dans les commentaires, c'est... premier commentaire que j'ai lu, ça va te faire marrer. Premier commentaire que j'ai lu sur ma vidéo sur Jaws, et pas Jaws, c'est un gars qui me dit
trop longue ton intro, je me barre. Tes intros sont trop longues, c'est trop long, ton intro elle est trop longue. Alors, déjà la vidéo est chapitrée, si t'es pas content, t'as qu'à sauter l'intro. Et moi je lui réponds, bah désolé en fait, mais moi sur ma chaîne, j'aime bien immerger le spectateur dans l'univers du film, donc mes intros elles sont travaillées, je prends le temps, je mets dans le contexte, et puis j'ai au moins 1 minute où il y a que la musique du film avec des images cut comme ça. Toutes mes intros, elles sont comme ça depuis un moment maintenant. Je crois que depuis les premières vidéos d'ailleurs je fais ça, mais... Donc j'ai des intros où j'ai un logo cinéma qui arrive parce que comme dans le cinéma, à l'époque en tout cas, tu vois, il y avait un logo qui arrivait, c'est un peu travaillé. Donc voilà, donc j'ai l'immersion, j'ai la musique qui arrive et c'est pas... Mais je peux le faire, tu vois, c'est pas... Bonjour, bienvenue, aujourd'hui on va parler des Dents de la Mer. Les Dents de la Mer, c'est un film qui est sorti en 1975, réalisé par Steven Spielberg. Vous saviez pas que ça, et ben c'est parti, et bien d'abord, n'oubliez pas le sponsor de la vidéo, c'est Holy. Bon, tu vois ce que je veux dire, mais... Très bien, par ça. contre, ça vous dérange pas qu'on vous parle d'un sponsor pendant 3 minutes? Et moi, je vous mets 1 minute d'une image d'un film, vous avez cliqué sur une vidéo qui parle des Dents de la Mer, ça vous fait chier pendant 1 minute d'avoir la musique du film avec des images. Tu vois ce que je veux dire? Ben non, moi, je te mets un petit peu dans l'immersion du film, donc je parle tout de suite quand même au début pour pas perdre les gens, mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où j'aime bien te mettre dans une ambiance. Et ça choque certains. Les gens sont pressés. Parce que, tu sais, c'est l'époque TikTok, là, tout de suite, vite, donne-moi l'info, je veux tout de suite mon truc, là, et après je m'en vais, je vais regarder autre chose, tac. Ben non, pas chez moi, en fait, tu vois, pas chez moi. Oh, t'inquiète pas, je connais aussi. Et pas chez d'autres, il y en a d'autres qui sont un peu dans ce genre-là, tu vois, pareil, qui prennent le temps d'installer une ambiance. Donc voilà, c'est vrai que parfois, mes intros sont un peu longues. Mais c'est bien, fais-toi plaisir, de la longueur, de prendre le temps, de vivre un peu quand même. Surtout que là, c'est l'été, donc il faut ralentir mais c'est surtout, un petit peu. Enfin, honnêtement, il y a des fois des films sur lesquels les intros, j'ai plus de mal à les faire parce que, par exemple, tiens, j'ai fait une vidéo sur Piranha 3D, il y a une intro, mais bon, la musique de Piranha 3D, qui s'en souvient? Non, on s'en fout, en fait. Pas moi, en tout cas, donc, ouais. Par contre, quand t'as de musique des Dents de la Mer, excuse-moi. Mais oui. Je pense qu'elle est assez culte pour qu'on ait envie de l'écouter un petit peu, tu vois. Donc voilà, et souvent, je prends des covers qui sont très très bons, que je trouve sur internet. J'utilise des covers justement pour contourner les droits d'auteur, c'est souvent ça. Et il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, elle est super cette version, où est-ce que tu l'as trouvée ?» Et il y a un générique de fin où je mets tous les crédits audio-vidéo. Donc tu peux retrouver aussi les musiques, les covers que j'ai utilisés. D'accord. J'ai eu le cas sur Watchmen où j'avais trouvé un cover chanté par une voix féminine d'une chanson de Bob Dylan. Super cover, tu vois, qui m'a permis d'illustrer un peu Watchmen et de donner une petite ambiance. Voilà. Donc, bah oui, sur ma vidéo, il y a des ambiances, il y a des coupures, il y a des chapitres. C'est pas... Ouais, c'est pas TikTok. Des fois, ça plaît pas à certains. Voilà, et l'intro un peu longue, ça déplaît à certains. Bon, bah c'est pas grave. Moi, j'ai du mal à comprendre les gens, ça leur plaît pas, ils te mettent un commentaire négatif, là. C'est bon, ça. après, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, je pense que les autres qui sont là, ça leur plaît, tu vois. Et maintenant, ils sont habitués. On me le dit plus, moi, maintenant. Ton intro, on me dit plus, ton intro, elle est géniale, elle est ceci, elle est cela. Ça arrive encore. Mais voilà, il y a un public pour tout. C'est mon petit kiff, faire une bonne intro, souvent sur des gros blockbusters, sur des films un peu épiques. Voilà, c'est cool quand même. Tu vois, tout de suite, tu en mets plein la vue, quoi. Et ça, c'est la séance de Marty. C'est la séance de Marty qui m'a donné envie de travailler un peu mes montages et de faire des intros un peu comme ça. Okay. Donc voilà, parce que lui, c'est... tu recommandes. Voilà, je te dis, lui, c'est un niveau 100 fois plus élevé. Et voilà, et tu vois, tu m'as pas posé la question, mais je le dis quand même. S'il y a un jour un mec avec qui j'aimerais travailler sur YouTube, c'est la séance de Marty. Trop tard, il est déjà chez le Fossoyeur de films. Mais voilà. C'est des gens, tu vois, qui sont très bons comédiens. L'écriture aussi est très bonne, hein, aussi, j'en ai pas parlé, mais en termes de montage, je paierais pour avoir un cours de montage avec ce mec, tu vois. Par exemple. Écoute, vraiment. Il est jamais trop tard. Allez, on va se faire une petite conclusion. Ton truc, c'est les coulisses. Qu'est-ce qui t'attire dans les coulisses? Qu'est-ce qui te pousse à regarder derrière le rideau pour voir ce qui se passe? Déjà, ça prolonge un petit peu la durée du film, je trouve. Ça prolonge un peu l'expérience, je trouve, les coulisses du film. Parce que ça répond à un besoin que moi j'avais. C'est que quand je sortais d'une salle, que j'avais vu un film qui m'avait marqué, moi je vais te dire comment ça se passait. Bon, quand j'étais tout seul, du coup, j'échangeais pas. Mais quand je le voyais avec du monde, j'étais saoulant. Je le dis, mais à coup de pas. Mais les gens avec qui je regardais le film, tu vois, je sortais de la salle et c'était en mode, j'arrêtais pas de les saouler sur le film.
Et j'étais avec des gens, moi, qui sont pas aussi passionnés que moi, tu vois, et qui me disaient, c'est bon, on l'a vu, le film, tu nous saoules un peu à un moment donné, tu vois. Parce que j'ai ce besoin d'en parler déjà, du film. Donc ça, donc, tu voulais un débrief, quoi. Voilà, j'ai besoin de le débriefer, de le digérer, tu vois. Donc ça répond à un besoin naturel, déjà, de prolonger l'expérience. Donc voilà. Et souvent, je rentrais chez moi et je plongeais avant la chaîne YouTube, je te parle, hein. Je prolongeais le truc, je voulais savoir comment ça s'était passé, je regardais les chiffres au box-office, etc. Je voulais savoir dans le casting dans quoi un tel il avait joué, etc. Et qui était sa voix française, etc. Bon, ça, c'était avant, je sais pas, avant que je lance la chaîne, tu vois. Maintenant, bah, du coup, la chaîne répond à ce besoin-là tout seul, on va dire. Mais quoique je vais moins au cinéma qu'avant, quand même, pour le coup, tu vois. Beaucoup moins. Beaucoup moins qu'avant. Avant, j'allais au cinéma beaucoup, maintenant, j'y vais moins. Depuis que j'ai la chaîne YouTube, j'y vais beaucoup moins. Donc ça, c'est dommage d'ailleurs. Mais j'y vais un petit peu moins. Mais sinon, voilà, ça répond à un besoin qui est de prolonger l'expérience, de comprendre comment ça s'est fait. Surtout quand c'est un bon film. Quand c'est un mauvais film, je pense que t'as moins envie de savoir. Tu vois comment ça s'est fait. Évidemment, bien sûr. Voilà. Mais sur les bons films, j'ai besoin de savoir comment ils ont fait les choses, quoi. Donc voilà, c'est plus pour ça. Je pense que je me suis mis là-dedans, sur les coulisses de films, pour prolonger un petit peu l'expérience et puis savoir. J'en ai parlé dans l'intro des Dents de la Mer, justement, de la vidéo sur les Dents de la Mer. Moi, quand j'ai vu les Dents de la Mer, j'avais tellement... Bah, j'étais enfant, j'avais moins de 10 ans. Pour moi, le requin, il était vrai, il mangeait des gens, quoi. Bah ouais. Il était pas faux. Et en vrai, et là, aujourd'hui, j'ai plus le même âge. Quand je vois le film, franchement, le requin, qu'est-ce qu'il a l'air vrai? Alors, après, le problème, c'est que les gens, ils mélangent tout. C'est-à-dire... Et ça, c'est un truc intéressant. Les Dents de la Mer, je parle du premier de Steven Spielberg. Bah, évidemment. Dans ce film-là, le requin, il a l'air vrai. Il a l'air vrai de fou. Toutes les scènes, parce qu'il y a une talentueuse monteuse qui s'appelle Verna Fields, qui a eu un Oscar pour ce film, et le montage fait que le requin a l'air vrai. Point final. Et on n'est pas censé savoir que c'était une galère à tourner, que le requin il marchait jamais, tout ça, tu vois. On le sait pas, ça, si on s'intéresse pas aux coulisses du film, justement. Bah ça, par exemple, on le sait pas. Mais c'est un truc que tu sais depuis longtemps, parce que la fois elle est sortie depuis longtemps, tu vois. Mais voilà, c'est parce que Steven Spielberg a eu des galères parce que le requin marchait pas, que Éclair de génie, il a joué sur justement le truc des barils et tout, et qui s'est fait, on va suggérer sa présence. C'est génial. C'est parce qu'il marchait pas. Mais bah ouais. C'est une info. Mais moi, je la trouve dingue, cette info. Je veux la voir, je veux savoir pourquoi il y a les barils, parce que le requin, il marchait pas. Mais ça change tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ça change tout. Bon, et ensuite, le requin, il a l'air vrai, parce que t'as une monteuse derrière qui fait un montage incroyable. Donc, le requin, il est vrai. Mais pour les gens... Et les gens, ils vont te dire quoi aujourd'hui? Oh, le requin, il est faux. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une phrase dans Les Retours vers le futur 2 en 1989 de Marty qui dit « Oh bah le requin, il a toujours eu l'air faux, il a jamais eu l'air aussi faux. » Et ça, c'est dans l'inconscient collectif. Et ensuite, tu as Les Dents de la Mer 2 avec une image où le requin, il est tordu, où il a l'air faux. Et ensuite, tu as Les Dents de la Mer 3 où c'est une catastrophe et le 4 où c'est une catastrophe. Et donc, du coup, on retient le requin, il a l'air faux. Parce que tu as eu une phrase dans Les Retours vers le futur, plus 3 films sur 4 où le requin, il a l'air faux. En tout cas, moins que dans le film de Spielberg. Oui, mais moi, je te parle des Dents de la Mer, en fait. Je te parle pas des suites où Hollywood a voulu se faire du blé, ce qui est tout à fait normal, sur un film qui a totalement révolutionné le cinéma. Après, ça a mal été fait. Ça, on va en parler sur la chaîne dans les prochaines semaines. Et pour le coup, tu vois, moi, là, justement, ça rejoint un peu ta question, mais là, j'ai hâte de me plonger dans les coulisses du 2, du 3 et du 4. Je connais les films par cœur, même les mauvais. Le 4, je l'ai un peu moins vu, honnêtement, que les 3 premiers, j'avoue. Mais je les connais par cœur, ces films. J'ai hâte de m'intéresser aux coulisses, parce que même si je me suis déjà intéressé aux coulisses il y a longtemps, tu vois, mais j'ai oublié des trucs, et peut-être qu'aujourd'hui, je vais tomber sur des infos qui vont m'apprendre des trucs. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse là dans tout ça, c'est ce que j'aimerais comprendre, et j'espère que je vais trouver l'info. Pourquoi Spielberg, il a laissé tomber, quoi? Pourquoi il a lâché l'affaire? Quelles ont été les histoires en coulisses, les bisbis avec le président d'Universal? Pourquoi il a voulu s'intéresser à autre chose? Je veux dire, pourquoi? Et surtout, c'est très intéressant aussi, il y a beaucoup de fans de Jurassic Park, tu vois. C'est avec l'expérience mauvaise qu'il a eue sur Les Dents de la Mer de voir ça. Parce que c'est quand même Spielberg qui l'a créé, cette licence. Parce que c'est lui qui veut faire le film, qui tombe sur une ébauche de... Non, qui tombe sur le roman, d'ailleurs, dans le bureau de ses producteurs de l'époque, où il travaillait, et que c'est lui qui lance le délire. C'est Spielberg. Sans Spielberg, t'as pas Les Dents de la Mer. Ça aurait été un autre réalisateur, ça aurait peut-être pas du tout été le même film, tu vois. Clairement. Ouais. Spielberg a abandonné cette saga, et ben il n'a pas fait la même erreur sur Jurassic Park. Aujourd'hui, Spielberg, même sur Jurassic World Rebirth, Spielberg, produit. Il est là. Et d'ailleurs, j'ai vu une vidéo cette semaine
où Spielberg dit à Gareth Edwards, non, tu ne fais pas ça. Et il n'a pas fait ce qu'il voulait faire. Parce que Spielberg lui a dit, tu ne fais pas ça. Et Gareth Edwards, en interview, tu vois, ce qui m'a aussi toujours intéressé, c'est les interviews des acteurs. Je regardais toujours ça quand il y avait les promos à l'époque. On en voyait moins avant YouTube, tu vois, les interviews des acteurs. Mais je regardais, ils passent toujours à Paris, tu vois, il y a toujours des interviews. Donc c'est hyper intéressant. Et Gareth Edwards voulait inclure plus d'easter eggs dans son film sur Jurassic Park. Okay. Il voulait qu'il y ait plus de clins d'œil à Jurassic Park au départ. Et Steven Spielberg lui a dit non, je te déconseille de le faire. Tu mets pas autant de clins d'œil de Jurassic Park. Concentre-toi sur ton film et ce que tu vas raconter en gros. Et laisse tomber Jurassic Park. C'est Spielberg qui lui dit ça, tu vois. Okay. Et Spielberg en 2025, 1993, il est toujours derrière Jurassic Park. C'est Spielberg. Alors oui, peut-être qu'il est moins concerné, on va dire, ce qui donne ce qu'on a au cinéma actuellement. Mais Spielberg est quand même là, parce que Spielberg ne veut plus lâcher ses franchises depuis justement l'expérience malheureuse qu'il a eue sur Les Dents de la Mer. Donc au final, tu te dis, cette triste expérience, parce que Spielberg, je peux te dire qu'il n'est pas content de ce qu'on a fait des Dents de la Mer. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Donc il aurait aimé que ce soit meilleure saga d'une certaine manière, tu vois. Et quand il a fait Jurassic Park, il est resté pour la suite. Et puis après, il est resté producteur. Il n'a pas lâché l'affaire. Dans de la mer, il l'a pas fait. Bon, il a peut-être pas le même. C'était pas le même à l'époque non plus, tu me diras. Mais aujourd'hui, il laisse pas tomber Jurassic Park. Par contre, ne croyez pas qu'un jour, il va réaliser un nouveau Jurassic Park. Ça, faut pas trop y compter, tu vois. Ça m'étonnerait. Tu parles de coulisses. Est-ce que tu te dis pas parfois que découvrir comment un tour de magie est fait, ça risque pas de briser cette magie? Non, je pense pas. Pour moi, ça la brise pas forcément. Parce que quand tu regardes le film, tu penses pas à comment est fait le film. Tu vois, par exemple, pour Les Dents de la Mer, c'est pareil. Je regarde le film pour la 100e fois. Je sais très bien que le requin, il est pas vrai. Ouais, sauf que quand il bouffe Quint, moi, je suis pas bien, quoi. À la fin. Je sais qu'il va le faire, et je suis pas bien. J'aime pas cette scène. Et quand Alex, le gamin, j'aime pas cette scène. Insupportable. Je sais que c'est faux, que c'est du faux sang, que c'est tout ce que tu veux. Je sais que c'est du cinéma, tu vois. Mais même si je sais tout ça, ça m'empêche pas d'apprécier le film. Et pour rejoindre aussi Spielberg, Spielberg, j'ai parlé de la saga Transformers aussi. C'est intéressant parce que c'est Spielberg qui produit. Ouais. Et Spielberg, il produit et il est très présent sur Transformers, le premier. C'est aussi une licence et une saga intéressante à analyser. Qui est le meilleur de loin. Ouais, le premier est le meilleur de loin, mais parce que le premier, Spielberg, il est là et il insuffle son côté magique au film. Et le film, il a des plans magiques. Franchement, le premier, il est génial, Transformers. Et puis, ça va se perdre avec le temps parce que Spielberg, il va prendre du recul sur la saga et il sera moins impliqué. Tu vois? Et du coup, ça se voit que Spielberg, il est plus là sur les Transformers. Ça, j'en ai parlé dans les premières vidéos, tu vois, par exemple. Bon, voilà, je suis désolé, mais Spielberg, pour moi, c'est un dieu. Donc, excusez-moi, je ne parle que de lui, mais il y a d'autres très bons réalisateurs. Mais, pour moi, voilà, honnêtement, je l'ai écrit d'ailleurs. Là, j'ai répondu à quelqu'un sur un commentaire, justement. Pour moi, plus le temps passe, tu vois, et plus je me dis, Spielberg, c'est le meilleur réalisateur de l'histoire du cinéma. Point final. C'est le meilleur réalisateur de tous les temps. Moi, j'y pense de plus en plus. Comment dire, il y en a d'autres que j'aime bien, tu vois, que j'aime bien et qui sont très, très bons aussi, tu vois. Bien sûr, on peut parler de Nolan, on peut parler de Cameron, tu peux me parler de Ridley Scott, tu peux me parler de Scorsese, tu peux me parler de Kubrick. Quel réalisateur a eu une telle empreinte sur le cinéma en dehors de Spielberg? Citez-moi un réalisateur qui a autant d'empreintes. Il n'y en a pas. Il est là depuis les années 70, il est encore là aujourd'hui. Ce qu'il a produit, ce qu'il a réalisé. Oui, mais Hitchcock, il n'a pas été là aussi longtemps dans le temps et il n'a pas autant produit et réalisé de films que Spielberg. Donc, et il n'a pas autant inspiré de cinéastes qu'aujourd'hui. Hitchcock, il a inspiré Spielberg sur Les Dents de la Mer. Oui, je suis d'accord. Il a inspiré des cinéastes, tu vois. Mais Spielberg, il a inspiré tous les réalisateurs d'aujourd'hui. Tous. Il n'y en a pas un qui dit ne pas avoir été inspiré par Spielberg, tu vois. Donc, c'est fou. C'est ça que je trouve ça fou. Et Spielberg, pour moi, par rapport à l'empreinte qu'il laisse sur le cinéma, c'est le meilleur de l'histoire du cinéma. C'est un génie. Moi, je vous encourage à voir le film que personne n'a vu, hein. Le film sur sa vie qui est sorti il y a quelques années, là. Bon, The Fabelmans. Les Fabelmans, voilà. C'est un super film. C'est génial. Pour le coup, Spielberg, il se raconte. Ah, il est super, ce film. Personne l'a vu. C'est un film génial. Spielberg se raconte. Et tu vois un petit peu comment tout ça s'est né, mais en fait, t'as presque l'impression de rentrer dans sa tête. C'est génial. Le film, il est incroyable. Et tu rentres aussi dans ses fêlures. Tu vois? Ouais.
C'est ouais. pas tout à fait une autobiographie, c'est pas exactement ça, mais honnêtement, pour moi, je l'ai pris comme une autobiographie de Spielberg, clairement. Bah, c'est clairement ça. Et Oh oui. la cerise sur le gâteau, pour moi, c'est de voir David Lynch dans le rôle de John Ford. C'était... Ah, c'est génial. Ouais, Ouais. génial. Mais ouais, mais tu vois, voilà. Et pourquoi le film n'a pas marché? Parce que peut-être qu'il intéresse que des passionnés de cinéma comme nous aussi, tu vois. Parce que C'est pas impossible. moi, ça faisait longtemps que je voulais voir. Moi, c'est un film comme ça que j'aurais jamais. Pour moi, j'aurais vu. Oui, peut-être qu'un jour j'aurais acheté un bouquin, la biographie de Spielberg, et que j'aurais eu tout ça, mais je l'aurais jamais vu en image. Et là, il en a fait un film. C'est top, tu vois. Ouais. Donc, Puis c'est non, son média, Spielberg, bien donc, sûr. donc c'est cool. Spielberg, c'est le qu'il l'ait fait meilleur. comme ça, ouais. Ouais. Spielberg, c'est le meilleur. Je pense qu'on va Eh oui. terminer là-dessus. C'est pas mal comme conclusion. Merci Cyril. Ouais. Avec Et plaisir. Merci Mathieu. longue vie à Clap Story. Merci de l'invitation. Yes. Allez, Merci. salut l'artiste. À bientôt. C'est qui les prochains invités? Ciao.